Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc nous sommes très heureux, l'Université populaire du 14e, de vous accueillir ce soir pour ce nouveau cycle qui démarre, qui s'appelle « Où en est le cinéma ?» Muriel Rochu, qui est coprésidente de l'Université populaire, va en deux mots vous dire deux mots sur l'Université populaire, parce que je pense qu'on a aussi aujourd'hui des personnes qui ne sont pas peut-être des habitués. Donc quelqu'un tout à l'heure m'a dit, pensait que le P de l'Université de UP était permanent. Alors non, ce n'est pas permanent, c'est populaire. Voilà, donc je te laisse 2 secondes et après on démarrera. Ok, très bien. Eh bien oui, donc je vais vous présenter extrêmement rapidement parce que je sais que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'UP et je reconnais beaucoup qui viennent régulièrement au cycle, donc ça va être très rapide. Donc l'UP est né en 2011, donc ça fait maintenant presque 12 ans, plus de 12 ans d'existence. Et le but, c'est de démocratiser l'accès au savoir. Donc l'idée, c'est donc pour ça qu'on travaille sous forme de cycles de conférences. Les cycles de conférences sont décidés lors d'un conseil d'orientation qui se réunit une fois par an avec des adhérents, les adhérents de l'association et certaines personnes dites expertes dans leur domaine, historiens, scientifiques. Et à ce moment-là, nous décidons des cycles. Et, alors attendez mesdames, et nous les préparons. Et une fois que ces cycles sont décidés, nous les préparons ensemble, alors les membres du bureau, et nous faisons appel évidemment aux uns et aux autres, aux bonnes volontés, pour fabriquer le cycle. Et c'est quand même ce qu'il y a de très intéressant à faire en finale. Et c'est comme ça que le cycle du cinéma est né. Et donc je remercie nos 2 intervenantes d'être présentes et d'ouvrir le bal avec cette première séance. Voilà. Merci Muriel. Donc aujourd'hui, c'est moi-même et Philippe Lefel qui allons vous animer ce débat. Donc sa première séance d'un cycle de 4 séances sur le thème « Où en est le cinéma ?» On vous présentera les autres séances à la fin de notre soirée. Et donc dès maintenant, je voudrais vous présenter nos 2 intervenantes. Alors le premier thème aujourd'hui s'appelle « Le cinéma aujourd'hui, périls et défis ». Donc c'est tout un programme. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Judith Loulévy, qui est une productrice indépendante, dont les films, notamment, on peut citer Atlantique de Mati Diop en 2019 et Le genou d'Aède de Nadav Lapid en 2021, ont été récompensés au Festival de Cannes, respectivement, par le Grand Prix et le prix du jury. Bien ça ? Voilà. Et Pauline Escande-Gauquier, qui est maîtresse de conférences, chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne-Celsa et autrice notamment d'un ouvrage intitulé « Les défis numériques du cinéma français ». Donc merci infiniment à toutes les 2 d'être là aujourd'hui. Je voudrais dire tout de suite que malheureusement Pauline Escande, d'une part, a un petit peu problème un peu mal à la gorge, et donc l'absence du micro ne va pas aider beaucoup, et elle a aussi un petit impératif qui fait qu'elle va devoir partir vers 20h30, 20h45. Donc on va essayer d'aller assez vite au début, et de toute façon pour la partie questions qui suivra, heureusement Judith Loulévy pourra assurer cette partie questions. Voilà. Donc, sans tarder, je vais commencer avec la première question, justement, Judith Loulévy, pour vous. Donc, vous êtes une productrice indépendante, très engagée. Alors, je rappelle simplement qu'au printemps 2022, il y avait une tribune relayée par le journal Le Monde, signée par quelques réalisateurs et quelques producteurs, qui appelait à la tenue d'états généraux du cinéma. Et ces états généraux, et Judith Loulévy faisait partie de ce collectif qui ont appelé à la tenue de ces états généraux du cinéma qui se sont déroulés effectivement le 6 octobre 2022 à l'Institut du monde arabe. Et l'objectif, c'était, alors rappelons-nous que nous étions dans la période juste après le Covid, que tout le monde alertait sur la baisse de fréquentation du cinéma, sur un marché sous tension, sur des problèmes que rencontraient les distributeurs indépendants. Bref, la situation était assez inquiétante et donc le but, c'était de discuter un petit peu de tout ça. Alors, moi, ce que je voulais vous demander à la suite de ça, c'est quels étaient, alors pour reprendre le titre de la séance d'aujourd'hui, les périls et les défis qui vous mobilisent aujourd'hui, sachant que depuis l'été dernier, on a entendu notamment le président du CNC et d'autres personnes qui ont dit que la situation s'était améliorée, le public avait retrouvé le chemin des salles, la fréquentation donc s'était améliorée, tirée notamment par quelques films français qui avaient fait de bons chiffres. Donc voilà, donc la question que je vous pose pour commencer, c'est où en est-on aujourd'hui, donc fin 2023, sur toutes ces questions. Est-ce que nous sommes dans une situation de péril ou pas? Quelle est votre vue sur la question? Merci.
Le 6 octobre 2022 ont eu lieu un appel à des états généraux et non pas à des états généraux. Et ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, c'est qu'il y avait une interpellation directe qui avait donc été lancée par un ensemble on pourrait dire, de producteurs indépendants, productrices indépendantes. Je vais parler en inclusif, je préfère prévenir. Voilà, de beaucoup de gens importants, on va dire, du cinéma indépendant français. Quand je dis important, c'est des gens qui, on va dire, marquent l'année au niveau du cinéma d'auteur international, des personnes présentes notamment dans les sélections des principaux festivals internationaux. Je pense notamment, par exemple, à des productrices comme Marie-Ange Luciani et David Thion, qui cette année ont reçu la Palme d'Or, donc un an plus tard, pour Anatomie d'une chute de Justine Triet, on en reparlera. Comme Saïd Ben Saïd, le producteur notamment par exemple des films de Paul Verhoeven, récemment pour ne citer que cela, est également à l'initiative de cet appel. Philippe Carcassonne également, qui a eu un Oscar pour The Father, de Florian Zeller, que vous avez peut-être vu également. Donc je mentionne ça parce que ce qui a été paradoxal à ce moment-là et qui fait qu'on est finalement dans une problématique qui n'a pas beaucoup évolué, c'est que finalement des gens qui sont quelque part dans une activité très intense et très reconnue dans ce secteur, donc on pourrait appeler le monde du cinéma indépendant français, mais on va dire avec un déploiement international, tiraient une sirène d'alarme. Dans cet appel à des états généraux, en l'occurrence, il y avait une invitation qui avait été lancée au pouvoir public, donc ministre de la Culture, président du Centre national du cinéma et de l'image animée, et qui ont répondu absents et qui surtout, on va dire, niaient quelque part la légitimité de cet appel. Donc en fait, on arrive dans une sorte de situation un peu paradoxale qui serait quelque part une forme d'interprétation divergente sur ce qu'il en est de l'état du cinéma aujourd'hui en France, qui en effet a une histoire particulière. Je ne sais pas si c'est une question qui viendra après, mais on pourrait la reprendre de manière très rapide. Et surtout, ça ne vous aura pas échappé parce que ça a donné lieu à une sorte de boule de feu vraiment assez agitante, agitatrice. Il se trouve que 6 mois plus tard, la Palme d'Or est française, c'est Anatomie d'une chute, qui a fait 1,5 million d'entrées depuis. Justine Triet, réalisatrice, prononce un discours qui en fait a été considéré comme un discours controversé, où elle en appelle notamment à une extrême vigilance sur l'exception culturelle française, en appelant notamment de ses voeux un soutien pour la génération qui vient. Elle termine son discours quand même en parlant de ça, en parlant des autrices, des auteurs qui arrivent et qui, elle l'espère, rencontreront les mêmes chances qu'elle. Donc elle est quand même dans un appel tourné vers l'avenir. Et là, à ce moment-là, elle se prend un camouflet, on va dire, vraiment sans précédent quand on voit la notoriété de ce prix de la part de la ministre elle-même, qui, faut-il le rappeler, a quelque part probablement et de manière plus passagère, ministre de la Culture, que Justine Triet n'est réalisatrice, elle va le rester. Donc il y a quand même, on va dire, un différentiel d'expérience et de pérennité dans l'exercice, on va dire, d'une attention portée au cinéma indépendant. Et il se trouve qu'à ce moment-là, éclate, elle dit qu'elle est estomaquée, que c'est une attaque directe qui est portée au modèle français de cinéma de la culture, tout ça pour problématiser. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle divergence, vraiment de vision assez forte entre d'un côté le champ politique institutionnel et de l'autre celui exprimé par les professionnels du cinéma, qui encore une fois ne sont pas les plus précaires. On parle là de gens qui sont les plus grosses. Enfin, avoir une palme d'or, je pense que la probabilité elle est de 0,0001% pour qui espère faire du cinéma. Enfin, je veux dire, c'est des prix immenses. Et cette divergence-là se répète quelques mois plus tard, à l'occasion en effet du Festival d'Angoulême, où donc Dominique Boutonnat, sur qui on pourrait également revenir, président du CNC, lance une sorte de grand discours, comme ça, en expliquant à quel point on a une exception culturelle formidable en France. Et donc on va dire qu'il y a une forme il y a une problématique, un peu pour ouvrir les sujets, qui est une double interprétation ou un double langage, et il y a vraisemblablement, dans le meilleur des cas, une incompréhension, et dans le pire des cas, on va dire une position un peu de tension entre d'un côté des professionnels du secteur inquiets face à ce qui a été un modèle français qui est jugé en péril, et donc là j'ai envie de dire que la situation n'a pas changé par rapport à l'année dernière, et de l'autre des pouvoirs publics qui considèrent au contraire qu'on est dans une situation vraiment merveilleuse et quelque part irréprochable. Et j'attire l'attention sur un autre élément problématique sur le plan politique, c'est qu'il n'y a pas de rencontre en fait entre ces deux mondes, malgré des appels venant quand même, on va dire, de la part vraiment émergée, très émergée de l'iceberg,
C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de délirer notre secteur, on n'a pas du temps à perdre, on n'est pas dans une situation de victimisation, contrairement, ou des enfants gâtés. Parce que par ailleurs, Justine Triet s'est pris quand même une flopée d'injures de la part d'un monde politique qui par ailleurs a dit beaucoup d'âneries. Donc on pourrait aussi se poser la question de leur niveau de compétences et de préparation en ce qui concerne les enjeux de politique culturelle, qui sont on va dire un des grands pans de la pensée de ce qu'est la politique publique en France. Et on peut dire que la politique publique fait quand même l'honneur en général de ce pays. Donc comment ça se fait qu'il y ait une telle ignorance d'un côté, un tel mépris par ailleurs, et de l'autre des gens qui en appellent, malgré leur succès, à une vigilance accrue. Et donc en fait, comme on est 6 mois après la Palme d'Or, non, il n'y a pas eu de révolution depuis, sinon je pense que ça ne nous aurait pas échappé. Et après on pourrait revenir sur, on va dire, les signaux, les symptômes de cette crise, sur d'où vient notre modèle, et pourquoi aujourd'hui il est remis en cause. Mais voilà, en tout cas, c'était pour, je sais pas, j'essaye Tout à fait. de contextualiser. C'est bien. Alors, effectivement, on voulait vous interroger sur Justine Triet, mais vous avez devancé, donc c'est très bien. On va peut-être aborder la deuxième question, et puis on reviendra sur ces questions-là après. Sur le cinéma de Pauline Escande, vous avez publié un article. Un peu plus fort. Vous avez publié un article qui posait la question, le cinéma se vit-il encore au cinéma? C'est la question des plateformes. Quelle est votre opinion sur ce point? Alors, j'ai pas le micro. Je suis désolée, j'ai pas de voix, j'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, si je me lève, peut-être que ma voix portera mieux. Je voulais déjà revenir par rapport à ce que tu disais, parce qu'effectivement, il y a toujours un décalage entre les acteurs de terrain et les politiques. Et en fait, j'ai fait différentes enquêtes auprès des professionnels du secteur, dont les acteurs politiques et les acteurs de terrain, c'est-à-dire distributeurs, exploitants, réalisateurs. Mais non, ça ne marche pas. Je veux bien le mettre là. Le problème, c'est que le micro ne marche pas. Mais je suis désolée, j'ai hélas pas de voix. Ou alors, rapprochez-vous, madame, si vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas du tout, au fond? Donc, cette dissonance-là que tu as soulignée, elle est liée en fait à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les politiques changent et les acteurs de terrain restent et sont confrontés systématiquement au même problème. Alors, premier problème, c'est déjà les guichets, ce qu'on appelle les guichets de financement du cinéma français, qui sont extrêmement soutenus par une politique culturelle via le CNC, la taxe sur les billets, et puis on pourra y revenir peut-être plus en détail, l'aide aux salles ARSC, excusez-moi, les chaînes qui sont obligées d'investir une partie de leur budget dans le cinéma, et puis évidemment Canal+, qui est la chaîne dite du cinéma qui investit, c'est 20%, je crois. Voilà, donc il y a des guichets, effectivement, sauf que l'enveloppe de ces différents guichets diminue, et le nombre, je dirais, de projets ne diminue pas. On a l'exception culturelle, c'est à peu près 270 films français par an, ce qui est quand même 270. à peu près, enfin en moyenne. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel par rapport à d'autres pays, mais parce qu'il y a tout ce système de financement qui a été mis en place via la politique culturelle de Malraux dès l'après-guerre. Donc il y a une longue histoire de soutien aux industries culturelles. Il y a aussi l'édition. Enfin, aujourd'hui, on parle du streaming qui va être taxé. Voilà. Et donc, cette rhétorique dite de la crise des professionnels désignée par les politiques, c'est toujours les mêmes arguments. C'est enfant gâté, enfin, ce que tu disais. Également, il ne se rend pas compte que, il y a une politique de soutien, que l'État est toujours engagé dans cette politique de soutien. Sauf que la réalité, c'est que les guichets diminuent, la précarisation des professionnels est de plus en plus difficile, que les investissements dans les projets, les enveloppes, elles sont réparties sur toujours les mêmes films, et que des films qui prennent plus de risques, qui sont plus audacieux, ils ont de plus en plus de mal à se monter. Pourquoi ? Parce que il y a quand même une logique qui sous-tend, je dirais, les financements du film. C'est
penser la rentabilité aussi des films qui est de plus en plus prégnante, notamment par des acteurs importants du financement qui sont les chaînes, par exemple, et puis des logiques aussi qui échappent, je dirais, à la logique créative, mettre de l'argent sur un casting, sans vraiment être exigeant sur le scénario, etc. Donc tout ça, ça fragilise en fait le secteur. Donc c'est des éléments de fragilisation. Autre élément de fragilisation, j'en arrive, c'est l'arrivée des plateformes excusez-moi, 2015, l'arrivée de Netflix, qui au départ n'avait pas été tellement anticipée, je dirais, par les professionnels du milieu, parce qu'ils pensaient que les gens continueraient à aller en salle, parce que l'expérience cinématographique, par rapport à son histoire, on pourrait y revenir, elle est totalement liée à la salle. Le cinéma, c'est ontologiquement lié à la salle de cinéma, l'expérience cinématographique. Sauf que des acteurs comme Netflix et des plateformes comme ça ont voulu vendre finalement leurs services en disant vous pouvez avoir le cinéma à la maison. Voilà, donc avec une accessibilité à beaucoup de films, mais aussi en jouant sur l'exclusivité, c'est-à-dire des films qui ne pouvaient être vus que sur leur plateforme, sans jouer le jeu finalement de l'exception culturelle, qui est de passer par la salle pour financer justement les fonds propres du CNC, etc., c'est-à-dire la fameuse taxe. Donc ça posait un vrai problème aussi, c'est-à-dire ces acteurs extrêmement puissants qui se sont beaucoup servis du cinéma comme locomotive pour lancer leur plateforme, en disant aux gens vous allez au cinéma à la maison, n'ont pas du tout joué au départ le jeu d'alimenter aussi de l'exception culturelle, la caisse du CNC, en passant par les salles, parce que leur modèle économique, c'était l'exclusivité des films sur les plateformes qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une première question. Peut-être que j'arrête là, parce que... Alors, oui, mais j'aimerais rebondir sur cette présentation-là, parce que peut-être pour revenir déjà sur une définition de base, qu'est-ce que l'exception culturelle? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Merci. Et notamment le mode de financement, parce que sa fameuse exception, tout le monde en parle, mais nous, je pense qu'on ne sait pas forcément exactement. C'est-à-dire que ça repose vraiment sur une vision une forme de volonté politique. C'est-à-dire que l'exception culturelle, c'est donc, on va dire, le résultat, notamment, c'est une expression qui existe depuis plusieurs décennies, mais sauf qu'en 1995, sont exclus. On va dire, on estime qu'il faut sortir les objets culturels des accords commerciaux de libre-échange. Voilà. Donc, il y a une définition qui, en gros, considère que les biens culturels, quels qu'ils soient, n'ont pas à être inclus à l'intérieur des accords de libéralisation qui, en effet, ont une tendance à encourager la libre circulation des biens, des personnes, etc. Donc, cette exception culturelle, c'est donc vraiment, on va dire, dans une vision même assez libérale du monde, l'idée qu'il y a des enjeux qui sont censés être protégés du marché, et on y reviendra. Pourquoi ? Il y a des raisons à ça, c'est pas juste parce qu'il y a quelques privilégiés qui veulent en profiter, c'est qu'en fait on considère que c'est aussi des enjeux d'intérêt général, d'intérêt public, de bien commun, et qui doivent être quelque part considérés comme étant protégés de la libre circulation. Donc, ça a été beaucoup critiqué comme étant quelque part une forme de protectionnisme déguisé, presque parfois de nationalisme ou de chauvinisme, etc. Toujours est-il que ça correspond aussi à une vision plus large de la politique culturelle, visant quelque part à considérer que, et ça c'est quelque chose qui existait déjà dès la naissance en 1946 du CNC, donc vous en parliez, sous l'égide notamment de Malraux, et puis quand il y a eu la création de l'aide, on va dire, reine de Centre national du cinéma, qui est donc ce qu'on appelle l'avance sur recette, qui est la plus grosse subvention publique, on peut dire, du cinéma, qui visait quelque part vraiment explicitement à compenser en fait les effets délétères des mécanismes de marché. Sous-entendu, il faut qu'un objet culturel, un film, porte une forme d'expression originale, de l'audace, un risque. C'est aussi de là, quelque part, que découle la conception de ce que c'est que le cinéma d'auteur, la réessai. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux à l'intérieur d'un film, quelle que soit d'ailleurs sa réussite, à la limite, c'est presque pas le problème, même si ça choque certaines personnes. En fait, de toute façon, on dit aussi le cinéma que c'est une économie de prototype. C'est-à-dire que c'est pas censé, un film n'est pas censé correspondre à autre chose. En fait, c'est la question de l'expérience elle-même, et notamment dans la salle,
et ce qui sous-tend l'existence du cinéma, enfin, j'espère être bien, et que en fait cette conception, on va dire, d'une exception, on pourrait même dire d'un privilège cinéma pour parler du cinéma, mais ça touche aussi aux autres biens culturels, a pu donner naissance, on va dire, à un ensemble d'incitations ou de régulations, justement, à l'opposé de ce qui a été le mouvement, on va dire, de fond général, de libéralisation et de destruction des régulations dans l'espace, on va dire, mercantile, public, enfin voilà. Donc en effet, on pourrait y revenir, mais ça repose, en ce qui concerne le cinéma, sur plusieurs éléments majeurs, en fait, des piliers qui font qu'on a en effet un cinéma incroyablement fertile en France. Là, je ne sais pas, vous parlez de 270 films, c'est des longs métrages homologués, mais en fait, je crois que ça monte à 600, 700 si on met dedans tous ceux qui n'ont pas l'agrément, les courts métrages, les films d'expérimentation, expérimentaux, etc. Et en fait, ces films-là, s'ils peuvent autant se faire en France plutôt qu'ailleurs, c'est qu'on a un système de régulation qui est exceptionnel. Et c'est ce qui fait que, en fait, on peut faire des films alors qu'en fait, c'est des objets quelque part anormaux par rapport à ce qui peut se passer, notamment dans tous les pays du monde où cette régulation n'existe pas, sous prétexte qu'il y aurait, en effet, on va dire, un marché qui imposerait ces géants et, on va dire, la loi du plus fort. Par exemple, la chronologie des médias. Donc, c'est quelque chose, c'est un terme un peu comme ça, un peu compliqué, qui revient souvent, mais la chronologie des médias, c'est quoi ? C'est le fait de considérer qu'en fait, on ne peut pas à la fois montrer un film dans une salle de cinéma et à la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une chronologie par support d'exploitation, voilà, qui est exclusive. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour le cinéma, un temps pour la vidéo, un temps pour les services de vidéo à la demande, un temps pour les chaînes de télévision RTN, un temps pour les chaînes de télévision payantes, etc. etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, comme chacun est sûr d'être seul à exploiter le film à un moment donné, il accepte de payer pour le film. Il ne va pas se sentir menacé par une exploitation sur un autre support. Donc en fait, cette chronologie des médias-là, qui est à un autre corollaire dont on a parlé ces derniers temps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a eu un vote au Parlement européen qui a finalement sauvegardé in extremis pour dire que les menaces qui pèsent sur ce modèle sont réelles, c'est la question de la territorialité des droits. C'est-à-dire qu'il y a des frontières. Donc quand, par exemple, moi, si je vais financer un film, un des éléments que je vais pouvoir vendre, ou plutôt prévendre pour trouver de l'argent pour après fabriquer le film, c'est ce qu'on appelle les droits internationaux. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un vendeur international qui va avoir le mandat pour aller vendre le film à des distributeurs étrangers dans plein de territoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des frontières qui font que dans chaque pays, un distributeur sera seul détenteur des droits du film. Or, ces derniers temps, il y a eu des remises en question de ce qu'on appelle le géoblocage, notamment s'agissant, on va dire, on appelle ça des services de médias. Il y a eu un certain nombre, il y a régulièrement en fait, des assos comme ça qui disent qu'il faut arrêter de géobloquer, c'est déjà une entrave à la libre circulation, c'est aussi quelque chose qui bloque l'accès des citoyens / consommateurs au film, il faudrait que tout le monde ait accès en même temps aux œuvres, c'est pas normal, mais en fait c'est parce qu'il y a une territorialité qu'on peut financer les films. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de protectionnisme, c'est parce qu'en fait il y a un écosystème, en fait, qui permet en effet l'existence d'objets qui ne sont pas des objets immédiatement, on va dire, censés être rentables et qui ont par ailleurs une autre qualité intrinsèque à la question de l'exception culturelle qui est celle de la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce qu'une des grandes différences, souvent des gens disent, au fond, je ne sais pas si on prend par exemple Olivier Assayas, le metteur en scène, au fond, s'il fait un film pour le cinéma ou une série, dans tous les cas, c'est génial, c'est une œuvre d'Olivier Assayas, il faut qu'elle puisse exister, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes types de financement. C'est-à-dire que quand on va directement sur une plateforme et pas au cinéma, ou à la télévision, on va avoir un commanditaire unique, quelqu'un qui va quelque part financer la quasi-intégralité de l'objet. Donc qu'est-ce qui se passe ? En tant que producteur, on a beaucoup moins de liberté face à quelqu'un qui va avoir quelque part les pleins pouvoirs de dire non, je voudrais qu'il porte n'importe quoi, que le personnage principal porte une chemise verte plutôt qu'une chemise rouge. Enfin, en fait, on est face à quelqu'un où le rapport de force est très puissant puisque en fait, il décide seul de ce que sera le film avec le producteur et quelque part, on se transforme, et c'est quelque chose d'ailleurs que la production indépendante en France dans les différents appels met beaucoup en avant, c'est qu'on se transforme, comme on dit, en producteur exécutif, c'est-à-dire avec les plateformes, en gros, on fait des reports, on va faire ce que nous demande le représentant de la filiale France d'Amazon ou Netflix.
C'est un service. C'est un service. Alors que normalement, ce qui définit un film, c'est que comme il y a plein de supports, on a plein d'interlocuteurs. On s'engage vis-à-vis de différentes personnes à remettre un film. C'est d'ailleurs ce qui définit quelque part le statut du producteur indépendant. On dit aussi que c'est un producteur délégué, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle la responsabilité de la bonne fin du film. C'est-à-dire que vis-à-vis d'une banque, on va dire qu'on va garantir le fait qu'on va livrer le film qu'on a vendu. Et c'est pas si évident, c'est parce qu'en fait l'argent qu'on obtient pour faire le film, il n'arrive qu'une fois qu'on l'a livré. En fait, entre-temps, c'est les banques qui prêtent. Donc en fait, il faut pouvoir se porter garant qu'on va pas faire n'importe quoi, qu'en fait on va rendre un film. On va pas prendre l'argent et partir, je sais pas, s'ouvrir je sais pas quoi, une cabane, je ne sais où, ou qu'on va pas faire un autre film, etc. On doit, en fait, les gens, par exemple Canal+, s'ils préachètent le film, ils vont en fait virer l'argent une fois que on a envoyé les matériels définitifs du film. Je sais pas si c'est très clair. Virer l'argent, vous donnez l'argent? Non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui financent un film appuient sur envoient le virement bancaire. Envoie le virement bancaire quand le film est livré. Entre le moment où ils disent OK, on y va, et le moment où ils donnent l'argent. Si les choses ne sont pas là. Non, il y a des banques entre les deux. Il y a des banques. Ah oui, il y a des banques. Pardon. Mais il y a plusieurs financiers. Et donc, comme il y a plusieurs financiers, on a une forme quelque part de liberté aussi. On n'est pas dépendant d'une seule personne. Et il y a plusieurs guichets de financement. C'est-à-dire qu'on va... Voilà. Justement, si je pouvais, c'est très intéressant. On voulait vous interroger sur le financement, donc vous avez devancé, c'est très bien, et c'est évidemment un sujet essentiel. Vous avez touché tout à l'heure à la question de Canal+, et aussi des chaînes de télévision qui financent de façon importante. En même temps, vous avez dit que ça diminuait. Alors, je comprends qu'il y a plus de films, il y a de plus en plus de films, mais pourquoi est-ce que quelque chose a changé et quelle est la part de financement de Canal+ et des chaînes de télévision, et qu'est-ce qui a changé ou qui est en train de changer à cet égard? Alors, juste avant de répondre à cette question, comme ma voix va mieux, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. La notion d'exception culturelle, c'est lié à la notion d'éducation populaire aussi, voilà, et de médiation culturelle. Au bon endroit. Voilà, non mais justement, c'est important, c'est-à-dire que peu importe la rentabilité d'un film, ce qu'on veut, c'est éduquer les gens, que derrière un film, il y a un message, ça dise quelque chose sur la société, sur l'évolution des mœurs, sur... voilà... Et aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est la diversité, c'est-à-dire la diversité des points de vue par l'expression libre, c'est-à-dire soutenir des projets qui n'ont pas forcément la même vision du monde, qui ne transmettent pas forcément les mêmes messages, afin d'alimenter finalement la réflexion collective et d'éduquer les gens, d'éveiller les gens. Voilà. Et donc c'est pour ça que derrière ce terme d'exception culturelle, un film, à chaque moment de la vie d'un film, il y a une aide possible via des commissions à l'écriture. Dès l'écriture, on peut avoir des aides à l'écriture, notamment pour les structures plus fragiles indépendantes, une aide à la production, une aide à la distribution, une aide à l'exploitation. Et à chaque fois, il y a des commissions qui se réunissent et qui redistribuent les aides qui viennent de l'État, des fonds publics. Et au niveau de la production, il y a aussi des acteurs, d'autres guichets qui viennent. Et là, c'est là où la difficulté arrive, qui sont par exemple des acteurs privés comme les chaînes. Alors, Canal+, le gros problème, c'est Bolloré. Je veux dire, voilà. Il faut être clair, c'est l'arrivée de Bolloré. Et oui. Pardon, qui est Bolloré, excusez-moi. C'est le... Il est nommé par les... Non, il est actionnaire principal. Voilà. Et donc, lui, le cinéma, Canal+, est lié à l'histoire du cinéma. Et lui, c'est absolument pas son ambition. C'est la pay TV, en fait. Peut-être que vous pourrez poser les questions après, madame. Laissez-nous pour l'instant. Voilà. Donc, voilà, un acteur, Canal+, la tradition de Canal+ Cinéma, quand Bolloré est arrivé, ça a eu un impact immédiat, déjà diminution de l'enveloppe, et aller vers des projets qui soient, dans la mesure, rentables. Donc, des projets plus ambitieux, plus audacieux, pas toujours des guichets qui étaient plus difficile à obtenir, là où Canal+ prenait beaucoup de risques avant l'arrivée de Bolloré dans les financements. C'est un des guichets possibles, en plus des commissions. Ensuite, les chaînes, les grosses chaînes, elles, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles investissent dans les films qui peuvent entrer dans leur grille de programme. Voilà. Donc elles pensent audience. Quand elles investissent dans un film, elles pensent à leur audience puisqu'elles avancent de l'argent.
Et l'intérêt pour elle, c'est que ça puisse être ensuite visible dans la fameuse chronologie des médias, par rapport à leur audience. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez que c'est pas du tout la même vision. Et c'est quand même des guichets qui sont indispensables. Et puis en plus, ensuite, il y a les Sofica, les banques, les fameuses banques. Voilà. Donc tous ces acteurs-là font qu'il y a une diversité des guichets, mais que par rapport à des guichets publics et des guichets privés, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes manières de penser. Et puis évidemment, il y a les producteurs indépendants ou les majors, voilà. Les grosses structures. Donc voilà, donc en fait, c'est tous ces acteurs-là qui vont être décisionnaires et collaborer ensemble pour monter un film. Alors, votre question, c'était par rapport à la chronologie des médias, c'est ça? Alors non, mais vous avez déjà en partie répondu. Parce que sur Canal+ et sur... La baisse des recettes. Voilà. Oui, alors la chronologie des médias, La peut-être que je vais juste revenir sur les temporalités. Voilà. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la chronologie des médias, avant, c'était 8 mois à l'exclusivité de la salle quand un film sortait, avant qu'il puisse passer sur le premier, sur Canal+, qui en général investissait jusqu'à 20% du budget, donc qui était prioritaire. Ensuite, c'était 36 mois pour Netflix, les plateformes. Netflix ne pouvait pas diffuser sur sa plateforme donc des films qu'il n'avait pas produits, mais juste achetés, pour qu'ils puissent être diffusés sur sa plateforme avant 36 mois. Et les chaînes payantes 36 mois et les non payantes, payantes 22 mois et non payantes 36 mois. Donc ça aussi, ça a changé, c'est-à-dire que l'exclusivité de la salle, et ça fragilise, elle est passée à 6 mois, là où elle était à 8 mois avant. Vous voyez, il y a 2 mois en moins pour les exploitants de salles, où ils peuvent comptabiliser leur film. Ensuite, Netflix, il y a eu tout le débat autour du fait que les plateformes, comme je le disais tout à l'heure, ne jouaient pas le jeu de la salle. Donc il y a eu la taxe, ça a pris des années, avant que, il y a eu avec les acteurs politiques, beaucoup de négociations, avant que finalement ils ont été taxés comme les autres acteurs dans une obligation à 2% de leurs recettes d'investir dans le cinéma. Vous pouvez peut-être expliquer comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas sûre que tout le public C'est sache 20%. exactement comment c'est financé sur le billet. Alors peut-être que Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le billet d'entrée, la taxe, le financement, la taxe? Alors, en fait, c'est deux choses séparées. En fait, Oui. ce qui alimente les fonds, notamment, il y a ce qui alimente les fonds du CNC, et il y a ce que les diffuseurs sont obligés de réinvestir dans le cinéma. Dans le cinéma et l'audiovisuel, et pour revenir à ce qui fait que le cinéma a été affaibli, il a été aussi affaibli dans ce qu'on peut appeler les arbitrages entre le cinéma et l'audiovisuel devant les plateformes. Pourquoi? Mais peut-être on est dans la presse, c'est peut-être un peu technique. En attendant, l'obligation, donc c'est un élément de la régulation, c'est que les diffuseurs sont obligés de redépenser, en tout cas pour ce qui est des accords SMAD, 20% de leur chiffre d'affaires dans des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression originale française à 80% et 20% autres. Pour ce qui concerne ensuite la taxe qui est directement, me semble-t-il, prélevée par le CNC, je pense que c'est 3% sur les diffuseurs, c'est ce que je voulais dire. voilà, les diffuseurs de la télévision. Et ensuite, en ce qui concerne, toujours dans les régulations, hein, pour dire, parce qu'il y a eu beaucoup le discours... Oui, c'est un peu moins de 3%, c'est 2,16. Ouais. Dans les discours habituels qu'on a pu entendre comme ça, qui visaient à dénigrer justement, on va dire, ces gens du cinéma qui se plaignent alors qu'ils sont tellement privilégiés. Il y avait aussi l'idée que franchement c'était un art subventionné par les contribuables. Ce qui est faux. Non, c'est complètement faux. En fait, c'est des taxes qui sont des taxes sur les recettes et qui sont directement fléchées vers le CNC qui ensuite les redistribue. Et donc dans ces taxes, elles sont prélevées notamment sur le ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 10% du prix de ticket à entrée. C'est ce qu'on appelle la taxe, la TSA, la taxe sur la taxe additionnelle. Bon, bref, la TSA. C'est-à-dire que les blockbusters américains financent le CNC. Oui, absolument. C'est ça qui est En fait, tous important. les tickets d'entrée, Voilà. sur tous les Quel que tickets soit le film. Voilà, c'est ça. Titanic finance. Vous allez voir un film, Titanic. quelle que soit sa Exactement. nationalité, il est taxé et il alimente les fonds du CNC, les fameux fonds publics C'est ça. qui interviennent à chaque chaîne chaînon Et les de la producteurs création d'un américains ont film. protesté pendant des années contre ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu, et ça a été en fait ce qu'on a appelé une forme de protectionnisme français, notamment pourquoi? Parce qu'en 1946, en fait, la Seconde Guerre mondiale a eu lieu notamment sur le sol français, alors qu'aux États-Unis, en fait, les films ont pu continuer à se faire.
Et donc, quelque part, le fait d'obliger les films à contribuer, les films américains à contribuer directement en fonds mutualisés pour les œuvres considérées comme étant des œuvres portant justement l'originalité, l'audace, etc. Tous ces films ont dû contribuer, en fait, dès leur ticket d'entrée, ils perdaient 10% qui partaient directement sur le CNC. Ce système est rare en Europe. Ah bah il est unique. Hein. Il est unique. Il voilà, est unique. c'est important. La Corée du Sud a Importé. Ouais. voilà, Oui, donc c'est a copié un peu le modèle français. très C'est pour original. ça qu'il y a un cinéma coréen qui est extrêmement... Ouais. il y a beaucoup de jeunes réalisateurs et moins jeunes qui ont émergé grâce à ce système parce qu'ils ont copié le modèle Mais alors, français. du coup, la baisse de fréquentation en salle a un impact aussi. Bien sûr. Oui. Bah, bien sûr. Ouais, Voilà. Et alors, voilà, du coup, la fragilisation vient déjà de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la vision, je dirais, presque oppositionnelle entre des acteurs privés et la vision publique du cinéma, où la notion de rentabilité n'est pas celle-ci, c'est l'éducation populaire et la diversité, défendre la diversité des films. Le grand problème, bah oui, c'est les salles qui sont beaucoup moins fréquentées, notamment. Alors là, il y a quand même pas mal de seniors, donc vous restez quand même important dans. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bah, Dans ça, c'est- les publics des salles, mais Oui. le problème, c'est de faire venir les jeunes Alors, ça, c'est une question justement qu'on voulait vous poser. au-delà des blockbusters, Voilà. de ce qu'on appelle les franchises, vous savez, les franchises Marvel. les Marvel, sur des films plus exigeants, plus, je dirais, peut-être moins divertissants, plus exigeants, tout simplement. Parce que souvent, bah, voilà, et aussi, ils attendent qu'ils arrivent sur les plateformes. Eh ben voilà. Ils ne vont pas forcément tout de suite dans la salle. Et puis parce que c'est une génération, alors là je parle des plus jeunes, qui grandissent avec la culture série aussi. L'expérience de la série, de format court, etc. Donc voilà, c'est pas la même expérience du feuilleton. Voilà, c'est aussi un vrai problème de continuer à fidéliser ceux qui viennent depuis, qui aiment l'expérience cinéma. Parce qu'il faut les fidéliser, hein, malgré tout, continuer à les fidéliser en leur proposant des films intéressants, en soutenant la diversité, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher en salle. Hein. Ils ne viennent pas que chercher du divertissement. Et aussi convaincre les jeunes que l'expérience cinéma, elle se passe dans une salle, voilà, et pas forcément devant un écran de télévision. Mais pour revenir Ouais, juste sur une question, oui. pourquoi il y a des périls en fait, pourquoi on parle de périls sur le cinéma, etc. C'est qu'en gros, effectivement, il y a quand même eu un autre élément très important ces dernières années qui a été la crise sanitaire, la fermeture exceptionnelle historique des salles de cinéma, le fait qu'en effet ça arrivait au moment où les plateformes étant désormais très installées en France, l'expérience, comme vous dites, de la série s'est aussi considérablement popularisée. Donc en fait, il y a eu quelque part un boom de l'audiovisuel. Alors que le cinéma a vécu, on va dire, une crise, une souffrance exceptionnelle. Or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a assisté à un genre de discours public qui visait à dire finalement, d'une part, il faut entendre quelque part le désamour, il faut se tourner vers le futur c'est la série, le futur c'est tous ces nouveaux diffuseurs qui arrivent, notamment des États-Unis, et puis quelque part, en fait, alors qu'il aurait fallu, dans les logiques, on va dire de la tradition politique, en ce qui concerne la politique culturelle, il aurait fallu compenser en quelque part créant une forme de soutien renforcé au cinéma pour justement quelque part faire jouer, rééquilibrer le rapport. En fait, on a entendu un discours qui a été un peu l'inverse, qui a été de dire finalement désormais, il faut que les professionnels du cinéma se remettent en question puisqu'ils sont moins désirés. Finalement, les accords, tout le monde a dit les accords qui ont été signés avec les plateformes, qu'on appelle les accords SMAD, c'est formidable parce que ça alimente finalement, ça crée un guichet de plus pour financer les films. Mais quand on regarde le détail, en fait, dans cette taxe-là, c'est l'audiovisuel qui en profite à 80% et le cinéma à 20%. Donc ça, c'est exceptionnel, en fait, que dans des accords politiques, le cinéma soit à ce point défavorisé par rapport à l'audiovisuel. Je veux dire, on l'a vu, et surtout, qu'est-ce que ça a changé? D'une part, il y a eu quand même un autre bouleversement incroyable, c'est que, encore une fois, le modèle français s'est construit sur une certaine forme de protectionnisme des frontières, notamment vis-à-vis, on va dire, des géants américains. Là, tout d'un coup, on les intégrait à l'intérieur de notre propre fonctionnement de financement. Donc vraiment un renversement qui est important, enfin historique, en fait, sur qu'est-ce que ça veut dire pour des producteurs indépendants français comme moi, par exemple, d'essayer de négocier directement avec des géants américains, et surtout pour des sommes d'argent qui, en fait, sont quasiment inférieures pour les films dits de la diversité. On pourra revenir aussi sur
la confusion sémantique qui existe, mais on dit aussi que la diversité, c'est, sur le plan, il y a une définition économique, qui sont les films à moins de 5 millions d'euros. Netflix met moins qu'Arte sur les films à moins de 5 millions d'euros, annuellement. Alors que, pour rappel, leur chiffre d'affaires en France est d'1,3 milliard d'euros. Donc, en fait, il y a quand même, quand on commence à regarder en détail, un certain nombre de symptômes où on se dit, bon, en fait, alors que traditionnellement, au nom justement de la connaissance, de l'éducation populaire, de le renouvellement des signatures, qui sont par ailleurs captées énormément dans les séries, puisque ça ne vous a pas échappé que les plateformes font souvent leur pub sur des noms liés au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cinéma qui crée les signatures, c'est pas la télé, c'est pas les plateformes. En fait, c'est un système très vertueux, très pensé dans le cinéma, notamment au travers des festivals, au travers aussi de ce qui a été aussi une histoire critique, de la critique qui a permis de parler des films. Et à quoi ça sert de faire des films ? Ça sert aussi à en parler, alors que finalement, être chez soi, on parle moins. Quand on va au cinéma, quand on sort, après, on va marcher un peu dans la rue, on va aller au café, on va discuter d'un film. Quand on regarde quelque chose seul chez soi, bon, il peut y avoir le phénomène où quand il y a une série qui est très, 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 très vue, on veut l'avoir vue pour pouvoir participer au débat. Mais finalement, quand on est chez soi, on ne parle pas à quelqu'un, quoi, en fait. Donc, il y avait un intérêt public à défendre le cinéma, notamment parce que c'est par ailleurs une économie qui est extrêmement redistributrice, on pourra y revenir, mais on parle de la rentabilité des films, moins de l'économie du cinéma elle-même, qui est un grand pan, on va dire, vertueux, qui fait vivre beaucoup de métiers. Et beaucoup de métiers, qui font vivre aussi les régions, parce qu'encore une fois, quand on parle de subventions régionales, en fait, on a des obligations de réinvestissement. Voilà, mais c'est des obligations de réinvestissement qui sont autour de 160%. C'est-à-dire qu'en fait, on prend de l'argent à une région, mais on dépense 1,5 fois, 2 fois ce qu'on a pris. Donc en fait, c'est très fertile, encore une fois, pour le tissu économique local, régional. Donc tout ça a été bien pensé, cette régulation-là. En fait, elle a énormément, on va dire, de retombées positives. Quand on se rend compte que finalement, les pouvoirs publics commençaient à dire bon, désormais, là, le petit tissu de la production indépendante, là, ces milliers de sociétés, de toutes petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises, en fait, ça suffit. Il faut faire maintenant, on va dire, des géants puissants sur le marché international. Ça, c'est le président du CNC qui a dit ça. Je veux dire, c'est pas quelqu'un, c'est pas un obscur député ne connaissant pas le secteur. C'est le président du CNC qui a dit désormais, on veut des champions à l'international. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, les champions à l'international, c'est en général des holdings, des groupes qui concentrent plein de sociétés qui ont été rachetées, donc qui déjà ont perdu leur indépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la marge de manœuvre pour dire non, ou pour peut-être produire différemment, ou pour produire pour pas forcément être rentable, mais être à peu près à l'équilibre, ça ne marche plus. En fait, toute cette politique récente, et c'est ce qui fait qu'il y a eu un signal d'alarme de tirer, a remis en question quelque part les fondamentaux de l'indépendance et de la pluralité de la création cinématographique en France. Et évidemment, il y a eu un autre moment très choquant qui ne vous aura pas échappé, qui a été la suppression de la redevance, qui a été quand même la première mesure annoncée en campagne électorale par Emmanuel Macron, et qui a été par ailleurs la première mesure qu'il a fait passer une fois qu'il a été élu, qui a été quand même un choc symbolique. Parce que les gens disent oui, c'était pas... Finalement, c'est trop cher. Là, c'était combien ? C'était 140 € annuels. Combien payent les gens quand ils ont un abonnement Netflix, un abonnement Amazon, un abonnement pour HBO ? Je veux dire, pourquoi on paierait ? En fait, c'est vraiment, on va dire, un détournement de la manne financière des Français vers des géants américains. Parce qu'en fait, ces 140 €, c'était quoi ? C'était l'équivalent de 11-12 € par mois, à savoir beaucoup moins que l'abonnement pour Canal, l'abonnement pour Netflix, rien que ça. Donc en fait, il y a eu, et qu'est-ce que ça garantissait ? Ça garantissait l'indépendance de l'audiovisuel public en France, et de la radio. Et donc qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est qu'en fait, c'est un autre élément qui a évidemment fait bondir et qui continue à nous inquiéter, c'est que donc le CNC dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une agence qui est indépendante, qui gère son budget, c'est-à-dire qu'elle gère de manière autonome le budget qui est de 700 millions d'euros annuels, donc c'est une manne financière issue de toutes les taxes dont on a parlé, qui sont donc gérées par le CNC. Le fait que ce soit indépendant, ça veut dire qu'il y a une forme de continuité administrative aussi par rapport au changement de politique, de gouvernement, etc. Et qu'en fait, c'est un grisby, en fait, cet argent. C'est qui va gérer ces 700 millions d'euros-là ? Et il y a, en fait, un discours récurrent qui vise à dire ça suffit, là, ces uluberlus bizarres de la culture qui mettent tout cet argent sur des films qui ne marchent pas, dont tout le monde se fout. Il est temps maintenant de récupérer, en fait, la gestion de cet argent et du coup, en fait, de déplacer, d'en finir avec l'autonomie du CNC. Et ça, c'est un discours qui est actuel et qui était encore dans un rapport sénatorial cette année. Donc peut-être vous avez entendu parler du rapport Carucci
donc il y a un sénateur républicain qui a vraiment dit que c'était un art d'enfant gâté et qu'il fallait en finir en fait avec cette absence de rentabilité de l'argent public sur les œuvres, et qui disent en fait désormais il faut que ce soit Bercy qui gère l'enveloppe. Mais qu'est-ce qui gère d'autre aujourd'hui, Bercy? Il gère aussi l'audiovisuel public. Parce que en fait, la suppression de la redevance, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les garanties qu'on a reçues, qui sont en gros nulles, ont été de dire, désormais, chaque année, on vous garantit qu'il y aura, on va dire, un budget pour l'audiovisuel dans le budget de l'État. Mais du coup, qui c'est qui va gérer le budget de l'État? C'est Bercy. Donc, en fait, on est quelque part, maintenant, de plus en plus dépendant, politiquement, d'un agenda qui peut, en fait, je pense que tout le monde l'a vu, se dégrader prochainement. Avec absolument une perte d'autonomie qui était pourtant disponible pendant des décennies. Donc pourquoi? En fait, pourquoi briser quelque chose qui marchait bien? Au nom de quoi? Libéralisme. Non mais au nom de quoi? Pour donner plus d'argent aux plateformes américaines. Mais en fait, c'est quoi l'idée exactement? Pourquoi en fait? Et c'est pour ça qu'il y a eu un appel. C'était pas pour dire... Et donc la suppression de la redevance, symboliquement, ça a été mais hyper inquiétant. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi faire ça? Pourquoi toucher cet argent-là? Ça voulait pas dire que c'est génial. Macron avait dit au début, en 2017, que en fait c'était la honte, l'audiovisuel public. Bon, je sais pas trop pourquoi il avait dit ça. Bon, c'est vrai que franchement, on pourrait avoir des meilleurs films ou des meilleures séries sur France Télévisions. Mais franchement, c'est pas le problème principal. Déjà, dans cet argent, encore une fois, il y a des réinvestissements. Il y a en effet une forme d'organisation, d'organigramme qui garantit quand même des formes d'indépendance. Voilà, il y avait une certaine forme aussi de protection, quelque part, des agents de la radio publique, de la télé publique, qui en fait disparaît à mesure que désormais, chaque année, en fait, leur budget de fonctionnement va être réévalué et réétudié. Donc, à l'aune de quoi? Il va y avoir des critères? Lesquels? Mais on ne nous le dit pas, ça. Pauline Escande, il y a une question. Il y a dans votre livre, parce qu'il y a une question dans votre livre. Ils vous entendent pas. Pardon, une question dans votre livre sur la rotation des films, la visibilité des films, parce qu'il y a une interview de Michel Zanavicius qui dit que les salles ont un droit de vie et de mort sur les films. C'est-à-dire que si un film ne marche pas, il est évacué au bout d'une semaine. Et il y en a beaucoup à qui ça arrive. Oui, alors c'est vrai que la vie d'un film en salle, elle est très courte, enfin, surtout pour les films, les petits films, ce qu'on appelle les petits films. Les petits films, c'est 1 million de budget. Les petits films d'auteur, entre 5 et 10, enfin, c'est un film moyen, et au-delà de 10, 20, 30, c'est des gros films, des gros budgets. Voilà, vous avez une idée. Donc les petits films, déjà, ils sortent sur très peu de salles, et par rapport à des gros films, parce que... Et ensuite, il y a très peu de promos, de moyens promotionnels. Donc, pour avoir une visibilité, c'est compliqué. Et si ils ne font pas venir le public suffisamment en salle, au bout d'une semaine, ils sont enlevés de l'affiche. Surtout qu'il y a beaucoup de films qui attendent derrière. Il faut quand même que chaque film, 270 films français, c'est beaucoup plus les films américains, plus les films du monde, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de films qui se bousculent. Donc, dès qu'un film ne fonctionne pas en salle, hop, il est retiré. Donc on ne laisse même pas la chance au film de s'installer qu'il est déjà retiré à l'affiche, surtout quand il est dans beaucoup de salles. Donc c'est ça, la rotation des films. C'est ça que vous me demandiez quand même. Quelle peut être la solution pour améliorer ça? Alors, je voudrais juste le temps de réfléchir à cette réponse qui est compliquée, parce que franchement, personne ne l'a trouvée. Non, mais voilà. Mais après, là où il faut un peu, temporiser sur ce discours, c'est que, en fait, le box-office, une fois de plus, comme on le disait, n'est pas la seule clé d'évaluation du succès d'un film. On pourrait dire quelque part, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qu'un film, c'est une forme de triangle. Enfin, on va dire la réussite d'un film, c'est une forme de triangle. Il y a un côté, certes, c'est le box-office, mais un autre côté, ça va être la reconnaissance critique. Et le troisième, la circulation du film en festival. Et qu'on peut considérer que si un film a deux côtés, ce triangle, bah, c'est déjà une réussite. Bon, évidemment, s'il y a les trois, bah, là, si on prend par exemple le film de Ladji, Les Misérables, bon, bah, ils ont eu à la fois, ils ont fait 2 millions d'entrées, ils ont eu le prix du jury à Cannes, ils ont eu une super critique, les films de Xavier Dolan, etc. On va dire que les films qui cartonnent, Anatomie d'une chute, qui a estomaqué la ministre, pour rabais, je dis, parce que ça me fait toujours très plaisir quand même de le rappeler, a fait 1,5 million d'entrées en France, 580 000 entrées aux États-Unis. Donc en fait, ça veut dire que c'est ultra rentable pour le distributeur américain. Bon, je rappelle que les Français n'ont pas voulu que ce film représente la France aux Oscars. Voilà. Les Français. Hein ?
Les Américains. Ah non, c'est les Français qui ont décidé que le... Les nouveaux misérables ou l'ancien, excusez-moi. Non, 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 je non, parle non, de non, pas d'Anthony Minucci. Mais Ah bah, après, donc, de après, ce qui est la important, c'est vrai que dans la vie d'un film, il y a plusieurs lieux. Il y a la salle et puis il y a les festivals, le retour critique, etc. Mais par exemple, Cannes, c'est une énorme vitrine pour des petits films comme ça, entre guillemets, qui leur permet d'accéder à une notoriété soudaine, etc. Là, c'est le triomphe parfait, mais c'est vrai qu'il y a des films qui ne vont pas faire l'entrée en salle, mais qui vont avoir un tel retour critique, qui vont avoir des prix dans des petits festivals, etc., que ces réalisateurs qui sont derrière ces films vont avoir plus de facilité après à monter leurs films. C'est-à-dire à trouver des producteurs qui vont prendre les risques, etc., parce que voilà, ils savent qu'il y a un talent qui n'a pas toujours été reconnu, qui n'a pas toujours rencontré son public, mais qui a un talent, voilà, qui est là et qui mérite d'être accompagné. Mais c'est ce que disait Justine Triet, son premier film. C'est ça, a c'est fait exactement 30 000 ça. La bataille de Solferino a fait 30 000 entrées. Oui, encore à 30 000 entrées, c'est de 3 000 d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire 30 000 entrées d'il y a 10 ans. Non, non, mais en fait, les premiers films n'ont pas été pensés à la base pour, entre guillemets, marcher en salle. Robert Guédiguian, par exemple, disait que c'est à partir de son 5e film qu'il a commencé à faire plusieurs centaines de milliers d'entrées. Récemment, Louis Garrel, par exemple, L'Innocent, qui a cartonné. C'était quoi? C'était son 4e film. Rebecca Zotowski, pour en citer une autre pareille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un temps pour installer, on va dire, l'identification de quelqu'un. En fait, le permettre qu'il soit identifié dans un monde où il y a beaucoup de propositions, d'offres artistiques, culturelles. Ça met du temps. En fait, nous, notre métier en tant que producteur indépendant, c'est aussi d'accompagner les carrières. C'est-à-dire qu'on les pense, c'est étape par étape par étape. Et c'est important, en fait, pour faire exister des noms forts sur le plan de la création, quel qu'il soit, d'ailleurs, quel que soit le domaine, de donner une chance aux gens de refaire plusieurs fois des films. C'est pas genre, t'as fait un film, t'as réussi, tu l'as raté. Enfin, en fait, ça n'a jamais fonctionné de cette manière-là, sauf des cas extrêmement rares, et souvent d'ailleurs de cinéastes passant à la réalisation assez tard dans leur vie, après avoir déjà mûri énormément, mais ce qu'on appelle à un moment donné une vie artistique, ça se construit en fait mais c'est pareil pour la littérature. Enfin, je veux dire, ok, de temps en temps, il va y avoir un blockbuster sur un premier livre, mais ça peut venir sur le 2e, 3e, 4e. Souvent, le 2e d'ailleurs est le pire. Le 2e est le plus dur. 3e, 4e, 5e, c'est comme ça en tout cas sur les films. C'est-à-dire que les 2e films font peur, le 3e film ça va un peu mieux. Voilà, c'est progressif. Mais c'est important de justement complexifier un petit peu l'approche qui a été beaucoup répandue de manière abusive dans en fait la parole politique ces derniers temps, parce qu'elle est de mauvaise foi en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment les indépendants, c'est les pépinières des futurs talents. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin d'être soutenus et que bon, tout ce qu'on a dit, ça les fragilise, alors que c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui sont là pour repérer les talents, les accompagner sur 1, 2, 3 films, même s'ils ne sont pas rentables. C'est vraiment les pépinières des talents de demain. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi un réel problème, parce que ces pépinières-là, elles sont fragilisées par des critères qui sont plus ceux de l'exception culturelle, mais ceux de la loi du marché. Hein, voilà. Ouais. Et ce que je sais pas, est-ce que tu me vois, je te tutoie, c'est pas grave. Voilà, mais bon, ce qui se passe au niveau, je dirais, de la création, c'est aussi valable, je dirais, dans tout ce qui est l'exigence, je dirais, des critères de performance à l'international, etc. Dans le milieu c'est juste pour faire un micro-parallèle avant que je m'en aille. Dans le milieu de l'université, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une fragilisation du milieu de la recherche parce qu'on nous pousse à faire des fusions des universités dans cette même logique, en fait, pour être plus compétents à l'international, etc. Alors que les petits laboratoires qui bénéficient d'aide, de fonds de soutien du gouvernement, de budget, ce sont aussi les pépinières des grands futurs chercheurs qui vont faire des découvertes demain. Mais tout ça, c'est des temporalités très longues. C'est comme dans le cinéma, c'est-à-dire accompagner un talent, accompagner un chercheur, etc. On ne peut pas penser en termes de rentabilité. C'est des temporalités très longues. La recherche créative, la recherche scientifique, quelle qu'elle soit, tout ça, c'est des paris sur l'avenir. Et ça prend du temps. Et ce n'est pas des logiques, je dirais, financières qui doivent entrer en jeu par rapport au risque qui est pris. On sait que, voilà, sur 3-4 talents
Il y en a un vraiment qui va exploser. Voilà. Dans un laboratoire de recherche, c'est pareil, sur quelques chercheurs, il y en a un, peut-être un jour, qui aura un prix et qui va faire vraiment avancer la science, etc. Donc voilà, c'est ces logiques-là qui sont vraiment remises en cause par des gouvernements successifs, et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on se rejoint. C'est qu'il y a un constat, on pourrait parler aussi des hôpitaux publics, enfin, voilà, de l'État-providence. L'éducation, la santé, tous les domaines publics voilà, actuellement sont remis en question. C'est les mêmes dynamiques en fait qui sont en jeu, où il y a une fragilisation de ceux qui sont là pour prendre les risques, pour accompagner, voilà, et qui sont de moins en moins soutenus, de plus en plus fragilisés. Alors peut-être avant que puisque vous allez devoir partir, juste pour revenir, c'est très intéressant les parallèles que vous faites, là on pourra peut-être y revenir dans le cadre des questions, juste pour en revenir au cinéma. Alors est-ce que le cinéma en salle va mourir avec la génération voilà, des seniors que nous sommes, je me mets dedans, et est-ce que le cinéma long métrage va disparaître au profit des séries? Voilà. Alors la mort du cinéma, elle est annoncée à chaque nouvelle tous les ans. Voilà, technologie même, avec l'arrivée de la télévision, l'arrivée des séries, des téléfilms. En fait, il y a eu un débat à l'époque pour appeler ça téléfilm, pour dire que c'était pas des films de cinéma justement, que c'était autre chose. On avait annoncé la mort du cinéma, l'arrivée des plateformes, on a annoncé la mort du cinéma. Les salles sont extrêmement inventives pour se renouveler. Enfin, déjà les multiplexes, ils proposent des écrans, voilà, avec les métavers, etc. Puis vous savez les fauteuils qui vibrent, etc. Et les petites salles ARSC, aussi. Voilà, elles se renouvellent beaucoup pour attirer des publics en continuant des cycles de conférences, en créant des restaurants, des lieux justement où peuvent avoir lieu des discussions directement en salle. Donc moi je suis assez optimiste. Et puis, comment dire, je pense que les jeunes vieillissent et qu'à un moment donné, ils vont quand même un peu plus vers la salle, qui découvrent aussi la salle autrement que à travers les plateformes ou les blockbusters. Mais et puis pour aller dans le sens je suis entièrement d'accord de ce que dit Pauline, c'est pour ça qu'on a un devoir en fait de soigner l'écosystème qu'on a reçu quand on a commencé à travailler. Parce qu'en fait, une génération ne peut pas décider pour la suivante de ce qui va lui arriver. En fait, c'est une éthique. C'est-à-dire que c'est ça qui est quand même hallucinant, c'est de se dire qu'une génération peut décider de la fin de quelque chose pour celle d'après. En fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la question du cinéma, c'est pas en fait justement ses entrées ou sa fréquentation qui va dire si le cinéma va survivre ou va vivre. Nous, le pacte qu'on a ici, en tout cas dans ce pays, c'est de dire justement, en fait, nous, notre problématique sur le cinéma, elle n'est pas la rentabilité. Non. Nous, on veut assurer le fait qu'il y a une prise de risque qui doit être, soutenue par une régulation au nom du principe de l'exception culturelle. Par quoi? Parce que justement, le bien commun, l'intérêt général n'est pas censé intégrer, à supposer même qu'elle soit intégrable quelque part des logiques de libre circulation sur les marchés, à supposer que ça n'ait jamais, permis l'épanouissement des formes les plus intéressantes de vie. Enfin, je pense que ça a détruit l'abaissement des barrières douanières, ou que ce soit, a détruit de toute façon les économies locales, les écosystèmes locaux. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, après, on va dire 30 ans, on va dire de libéralisme intensif, on voit le résultat. Je veux dire, c'est des ruines. C'est des ruines. Donc, en fait, il y a un moment où la question qui se pose, elle n'est pas est-ce que le cinéma va vivre, elle est comment on fait pour justement, en fait, en prendre soin. Et ça, c'est le truc qui est génial dans ce pays, c'est qu'on a ça dans la main. En fait, c'est des leviers qu'on connaît. La crise du cinéma, c'est pas un point d'interrogation, hein. C'est re-réguler. C'est avoir confiance dans la puissance publique face aux géants du marché. Parce qu'en effet, à un moment donné, quand on est l'État, on peut dire à Netflix, en fait, si vous n'acceptez pas cette négociation-là, vous n'avez pas le droit d'émettre sur ce sol. Terminé, fin de la négociation. Il n'y a pas de... Enfin, en fait, il faut avoir confiance en son pouvoir d'inflexion quand on est la puissance publique. Et là où il y a vraiment, on va dire, une malhonnêteté qui, de fait, actuellement, est malheureusement... Mais j'ai malheureusement parce que c'est douloureux de voir quasiment l'intégralité, on va dire, du domaine public dire la même chose, à savoir vous êtes en train de s'aborder, en fait, ce qui a fait la grandeur de ce pays, à savoir l'accès à la santé gratuite, l'accès à l'éducation gratuite, la culture, non mais la recherche, au nom de quoi? De faire de l'argent avec de l'argent? Mais ça, c'est du banditisme. Hein.
Voilà, pas... Mais on est content. Non, et puis, il faut savoir que derrière tout ça, il y a un modèle démocratique de liberté d'expression aussi, qui est fragilisé. Parce que à partir du moment où on rentre dans ces logiques de rentabilité, de libéralisme, d'ultralibéralisme, je veux dire plutôt, pour être plus, il y a des risques de standardisation à tous les niveaux. On voit très bien ce qui se passe aussi dans la presse. C'est-à-dire quand des grands groupes, et comment des acteurs que sont les indépendants, les presses indépendantes, etc., essaient de défendre leur point de vue par rapport à des méga groupes de presse, des méga médias qui ont de plus en plus une influence sur l'opinion et les logiques d'opinion. Donc, vous voyez, en fait, je pense que derrière tout ça aussi, il y a un modèle vraiment démocratique de liberté d'expression, que ce soit au niveau de toutes les expressions culturelles, le cinéma, tous les arts, la presse et puis même la recherche, qui est un lieu d'expression qui remet en cause, parce que bon, là on parlait des recherches qui vont avoir une application pour la santé, etc. Par exemple, mais il y a aussi toutes les humanités, les recherches humaines qui ont une force critique, par rapport à, et qui obligent au débat, au débat. Et les films, ils ont une force critique aussi, surtout qu'ils ont ils peuvent toucher un public, massivement. Et voilà, c'est ça aussi, c'est nourrir cet esprit critique qui est à la base de la liberté d'expression et des valeurs démocratiques. Voilà. Enfin, moi, c'est la dernière chose que je voulais dire avant de partir. Je vous remercie infiniment. Je ne pas terminer, ne partez surtout pas. Désolée. Je vais raccompagner juste Pauline. Non, mais ça va. Et on va continuer, on va commencer maintenant la série des questions. Si vous, on espère que vous en avez. Oui. Voilà, très bien. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bon, attendez, Alors, que madame me donne la parole. alors bon, du coup, on n'a pas de micro, donc... Mais je peux parler à Capella, vous inquiétez pas. Je voudrais juste Capella. vous remercier. Merci. Parce que vous nous ouvrez la conscience et c'est très important ce que vous venez de dire. Alors, Merci. madame, alors s'il vous plaît, faites assez court dans vos questions pour qu'on ait le temps de pas avoir plusieurs questions. Allez-y, madame. Oui. Alors, tout d'abord, merci pour nous avoir donné cette opportunité. Je suis du quartier. Merci encore une fois. Je vous suis depuis que je suis arrivée à Paris en 2017. Merci encore une fois pour votre intention qui est celle-là de démocratiser la culture. Et comme vous le savez, la démocratie, pour les anciens Grecs, c'est les gouvernements, cela signifie les gouvernements du peuple. Donc c'est nous les patrons. Et les théâtres, qui est les précurseurs du cinéma, il avait cette fonction. Les masques grecs, etc. Après les Romains, qui se sont fortement inspirés aux Grecs, ils ont démocratisé davantage les spectacles. Vous savez, au Colisée, il n'y a pas de porte. On va peut-être vous demander la question parce que voilà. Je vais la poser après. J'ai 2 minutes. Non, mais assez vite parce qu'il y a d'autres personnes. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, on ne paye pas un ticket. En fait, je vous remercie d'avoir parlé. Je ne connais aucun producteur, personnellement, Madame Lévy. Mais je suis très contente que vous nous donnez cette opportunité parce que selon mon ressenti, en fait, il y a urgence. Je vais bien créer au scandale. Je suis une amatrice ignorante. J'espère que dans cette salle, il y a des politiciens, des décideurs qui vont enfin se rendre compte que ces films, il faut les payer et pas seulement quand c'est, je ne sais plus qui, Tesla ou voilà. Parce qu'en fait, nous avons... Non, il va falloir, là, parce qu'il faut vraiment, il y a plein de questions. Donc, est-ce que vous avez une question? Sans ça, vous pourrez peut-être reprendre la parole tout à l'heure, mais là, pour l'instant... Écoutez, alors... non, mais vous avez exprimé un point de vue, c'est très bien aussi, vous n'êtes pas obligé de poser une question. Je vais la trouver, là. D'accord. Alors, qui veut poser une question? Muriel, vas-y. Oui, je voulais savoir parce que par rapport à la fréquentation des salles, alors ok, certes, la durée de film d'un film indépendant est extrêmement courte, et c'est vrai que parfois on n'a pas le temps de dire ouf que déjà le film il est passé alors qu'on pourrait le voir, mais est-ce que le coût du billet n'est pas aussi un frein? Alors je sais que voilà, et c'est vrai que parfois on dit les jeunes n'y vont pas, mais parce que parfois les jeunes sont plus précaires et du coup ont moins d'achat et préfèrent aller peut-être une plateforme Netflix. Et c'est vrai, au bout du compte,
ils vont peut-être payer plus cher qu'une place de cinéma. Mais en vrai, pour eux, c'est un peu, ils ont l'impression que c'est un color et inodore. Alors en fait, c'est une des grandes questions, celle du prix de la place. Alors déjà, c'est une réalité très disparate, c'est-à-dire que le prix moyen, je crois, des salles art et essai, c'est 6 €, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est finalement un des spectacles, une des sorties les plus accessibles qui existent. Par rapport au théâtre. En revanche, voilà, en revanche... Ah non, j'ai parlé de l'art et essai. En revanche, non mais c'est pour ça que en fait, il y a une politique à cibler, c'est que en revanche, les multiplex, donc Pathé, UGC, Gaumont, CGR, en fait, c'est des... Là, le billet moyen est plutôt en effet entre 13 et 15 €. Et par ailleurs, alors qu'ils concentrent à eux-mêmes 60% de la fréquentation salle, il n'y a même pas de tarif chômeur. Mais donc là, la question qui se pose, c'est que font les groupes? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est d'ailleurs une des questions qui traversait les états généraux et qui nécessitait quelque part d'en créer, parce que en fait, c'est une question qui est très très dure. C'est celle d'une désolidarisation entre d'un côté des gros groupes d'exploitation qui par ailleurs concentrent la filière de la production à l'exploitation en passant par la distribution. Donc production, fabrication des films, distribution, c'est-à-dire l'acheminement des films vers des salles et l'exploitation, les salles. Et que en fait ces mêmes groupes, donc prenons l'exemple de Pathé par exemple, puisque Jérôme Sédou, son patron et actionnaire principal, a beaucoup pris la parole ces dernières années de manière, à mon avis, assez révélatrice. Je vous invite à lire ses interviews. C'est vraiment quelqu'un qui a un projet politique visant en effet à augmenter l'expérience de la salle, pourquoi pas en augmentant encore le prix du billet pour être allongé avec des plateaux, et surtout qui dit qu'on ne va pas au cinéma pour se faire chier. Non, donc lui, quand même, il dit qu'il ne faut pas aller au cinéma pour se faire chier, et il fait des places à 20 €, et il dit que par ailleurs, il rentre l'année prochaine en bourse, et Pathé, donc, qui a cette politique de prix, pour information, est un des principaux bénéficiaires des soutiens pendant le Covid. Parce que ce qui a été assez peu dit, mais en effet, on nous a beaucoup dit, notamment le président du CNC et d'autres, quand même, ne parlez pas trop fort de vos plaintes, parce que vous avez vraiment profité des fonds Covid plus que d'autres secteurs. Il y a 300 millions d'euros à peu près qui ont été redistribués. Les 2/3 ont concerné l'exploitation, les 2/3, pas la création et la distribution indépendante, l'exploitation. Et dans l'exploitation, comme vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le calcul des soutiens Covid reposait sur la perte de chiffre d'affaires. Donc mécaniquement, les plus gros bénéficiaires des soutiens ont été ceux qui ont eu les plus grosses pertes de chiffre d'affaires. Donc c'était qui avec la fermeture des salles? C'était les groupes. Parce qu'en plus, la perte des chiffres d'affaires sur la confiserie a joué dans le calcul. Et en fait, l'information, non mais ça on l'a dit, l'information s'agissant des bénéficiaires de ces millions d'euros qui pour le coup ne venaient pas des taxes affectées sur les recettes du billet d'entrée, mais du budget de l'État exceptionnel au nom justement de la crise sanitaire, ont été massivement fléchés vers des groupes qui, eux, par ailleurs, refusent de baisser leur prix, ne font pas de prix chômeur, veulent augmenter leur prix sur des salles et disent qu'on ne va pas au cinéma pour se faire chier. Donc, il y a quand même un moment où on est en droit de s'interroger sur qu'est-ce qui fait quelque part intérêt commun dans une filière où ce qu'on dit de l'exception culturelle, quand on a envie de dire que c'est génial, c'est qu'il faut des gros et des petits. D'ailleurs, les plus libéraux adorent dire ça. Il faut quand même qu'on ait des champions à côté des petits. C'est cet écosystème qui est favorable. Certes, moi je suis d'accord, il faut qu'on ait des gros. Il ne faut pas qu'il y ait que des fragiles. Mais ces gros-là, en fait, quelle est leur solidarité vis-à-vis des fragiles? Elle est nulle. Elle est nulle. Donc il y a des labels, je pourrais modérer. C'est juste que il y a des labels UGC, il y a des coups de cœur. UGC, en effet, a une politique, par exemple, plus proche du cinéma d'auteur que Pathé. Mais en fait, il y a à l'intérieur de votre question, si vous voulez, des lignes de force qui sont... en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire collectivement baissons le prix des billets, parce que ce serait injuste. En fait, baisser le prix d'un billet quand le billet il est à 6 € ou baisser le prix d'un billet quand le billet il est à 13 €, forcément, ça veut dire qu'il faut commencer à entrer dans de la nuance. Et la nuance, en fait, c'est pas le meilleur domaine de la communication publique. Parce qu'on se dit, ok, les gens vont pas comprendre. Et le problème, c'est qu'au moment, et ça je le dis aussi, parce que ça a été quand même une des grandes trahisons, on va dire, internes au secteur, qui ont, en tout cas en ce qui me concerne, participé à la motivation de cet appel à des états généraux,
c'est qu'il y avait eu moi par ailleurs c'est un terme auquel je suis très attachée, qui est celui de la concertation, qui était, pour information, un des termes à la base de la création du CNC en 1946, c'était en fait créé en concertation entre les professionnels et les pouvoirs publics. Donc c'est quoi les règles de concertation, comment on l'établit, à quel endroit se retrouve cette concertation-là? Aujourd'hui, en fait, elle est devenue de plus en plus problématique, c'est-à-dire qu'on a privilégié en fait, ce qu'on appelle maintenant dans le jargon business, le one-to-one. Les rencontres, tel pouvoir public convoque une personne ou deux autres personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment, on va dire, des règles de concertation qui sont bien clairement établies. Et il se trouve que pendant la crise Covid, au moment où se négociait donc, cette manne de fonds énorme, des centaines de millions d'euros, au moment de la fermeture des salles, pour justement aider le secteur à tenir, et ça c'est effectivement un des grands trucs géniaux de la France, mais c'est parce que c'est la France, c'est pas parce que c'est le gouvernement qu'on avait, c'est parce qu'on a une tradition de soutien à la politique culturelle. Je veux dire, concrètement, ça aurait été compliqué de s'en débarrasser du jour au lendemain, je pense que ça aurait été compliqué. Il y a eu, à un moment donné, des concertations qui étaient censées rassembler l'ensemble du secteur de la distribution autour d'une table pour avoir justement des engagements au moment d'un calendrier concerté de sortie, pour éviter que tous les films qui sortent pas en même temps et qu'il y ait une forme de respect interne au secteur, pour qu'il y ait, on va dire, un échelonnage de qui va sortir quoi, quand, qu'il y ait un calendrier en fait prévu. Les plus gros groupes qui sont représentés par la FNCF, donc la Fédération nationale des cinémas français, etc. Enfin, il y a vraiment, comme dans les syndicats, des syndicats de riches et des syndicats de pauvres, souvent là c'est le syndicat des riches, la FNCF a refusé de siéger. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus s'engager sur le calendrier concerté des sorties. Par contre, ils ont touché les plus gros flux. Et par contre, ils font pas de politique de prix. Et en attendant, c'est quelqu'un comme Jérôme Sédou qui vraiment chuchote à l'oreille, aujourd'hui, des décideurs. Parce que la question de l'entrée en bourse, en fait, c'est vraiment une conception financiarisée du secteur, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se raconter sur qu'est-ce que c'est une politique culturelle, en fait. Enfin, Alors, non, mais ce que je vois, enfin, du public, ce que je vois, c'est que, par exemple, le pâté, Montparnasse, il n'y a personne qui va. Le pâté Alésia, il y a très peu de gens qui y vont. Donc c'est du fric qui est investi, je ne comprends pas leur politique, carrément, même les très riches. Hein. Donc, et c'est vrai que les petites salles, bon, la moyenne dans le quartier, c'est 15 €. Enfin, je parle de mon quartier ici qui est le 14e. Et c'est vrai que les jeunes, ils n'ont pas les moyens d'aller. Ils préfèrent aller au restaurant pour 15 € plutôt que d'aller au cinéma. En fait, ce qui est paradoxal, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que pour les cinéphiles qui vont, certainement beaucoup d'entre vous, qui vont beaucoup au cinéma, le prix est très bas, parce que quand on a un abonnement, si on va 10 fois au cinéma dans le mois ou 12 fois, ça revient à 2 €. Il faut offrir des cartes d'abonnement. Mais par contre, les jeunes qu'on veut essayer d'attirer, eux, s'ils y vont une fois, prenons un exemple de qu'est-ce qui aurait pu être fait, par exemple, s'il y avait eu réellement une réflexion à un moment donné sur ce sujet. Le pass culture. Le pass culture dont on a beaucoup parlé. Il y aurait pu avoir une partie du pass culture. Non, mais pourquoi s'en priver? Je veux dire, c'est un énorme champ de connaissances, ça socialise, ça permet par ailleurs de découvrir le monde, d'aller au cinéma. Enfin, c'est une activité qui est intéressante et agréable quand on vit notamment dans une ville où il y a beaucoup d'écrans. Ils auraient pu, en fait, s'assurer qu'une partie du pass culture soit fléchée vers la salle. Voilà. En fait, il y a plein de moyens d'agir tout le temps. Et d'ailleurs, les associations, soit liées au public, soit liées en effet à la création indépendante, que ce soit au niveau de la distribution, de l'exploitation, ont beaucoup essayé. Mais pour ça, il faut avoir en fait un désir, quelque part, de réflexion au nom d'une certaine idée de ce que peut être un soutien à la culture et au cinéma. Alors, on s'est rendu compte, et je le redis, c'est pour ça que, en fait, où en sont les états généraux, j'ai envie de dire nulle part, et ils vont peut-être ressusciter. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a vraiment été, on a reçu, enfin, plutôt, il y a eu une fin de non-recevoir, alors qu'encore une fois, on était, si vous prenez le tapis rouge canois 2023, tous les producteurs appelaient aux états généraux. Hein. On n'est pas en train de parler de gens comme ça... je sais pas, une sorte d'excentricité qui aurait voulu se piquer de parler de cinéma. Genre, on le pratique tout le temps, on y pense le matin au soir. Jean-Louis. Oui, mais justement, ma question, c'est vous venez d'anticiper, c'était parce que vous avez dit que c'était pas les états généraux, mais un appel aux états généraux. Mais je voulais savoir pourquoi ça n'a pas lieu. C'est parce que le milieu, finalement, est moins homogène que vous le dites, peut-être. Ou est-ce que, justement, l'angoisse de la crise est moins forte qu'il y a 2 ans. Voilà, donc je veux savoir pourquoi ça n'a pas débouché. Déjà, le milieu, en effet, n'est pas homogène du tout. C'est un milieu très hétérogène.
Pourquoi des états généraux? Ça a été en fait une des grandes questions qui nous a traversées, mais alors il y avait toute une partie des personnes impliquées qui disaient justement qu'il ne fallait pas chercher à attendre d'être convoqués en états généraux, et d'autres comme moi qui disaient si, il faut que ce soit des états généraux qui soient appelés par les pouvoirs publics. Pourquoi? Pas parce que je voue une sorte de confiance illimitée dans les pouvoirs publics, mais parce que j'estimais en tout cas à titre personnel que ça aurait été un signal d'écoute et de volonté de soutien dont on avait besoin dans un moment où en fait ce qu'on était en train d'analyser, c'était une série de symptômes qui manifestaient quand même, on va dire, un grand... C'est en gros, depuis tout à l'heure, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a un double discours, en fait. Il y a d'un côté... c'est facile de dire c'est un pays formidable pour l'exception culturelle, vraiment regarder toutes ces entrées salles sans s'intéresser à la réalité interne en analysant, parce que les entrées salles, 80% des entrées salles se polarisent sur 10% des films. Donc en fait c'est une réalité qui mérite d'être analysée. Malheureusement il faut passer du temps à réfléchir, et surtout on peut aussi en profiter, gagner du temps dans la réflexion en écoutant des gens qui en fait, là je parle des pouvoirs, des politiques qui pourraient en fait gagner du temps en s'appuyant sur des gens qui bossent ces questions-là, puisqu'on a déjà fait le travail, hein. Enfin, ça pourrait aller plus vite quoi. Et donc la réalité en fait elle est disparate, la réalité interne. Donc ce truc en fait de la convocation des états généraux aurait été quelque part de s'assurer une entente, une écoute et une compréhension d'un besoin, et par ailleurs, pour utiliser un terme qui quand même, moi je trouve, a été assez... Voilà, il y a différents champs critiques qui nous apportent beaucoup sur le plan de la réflexion dans le cinéma, qui est un milieu qui a un peu arrêté de penser il y a quand même quelques temps. C'est celui de ce qu'on appelle un safe space. Donc c'est une sorte d'espace sûr où on peut en fait se parler sans craindre de se faire quelque part, comment on pourrait dire, déstabiliser par des gens qui viendraient juste foutre le bordel. Et donc ça aurait été un espace quelque part où on aurait pu adresser des vrais conflits. Parce qu'en fait, ce dont on parlait par exemple tout à l'heure avec Pathé, c'est un vrai conflit, hein. C'est pas un petit point, c'est pas un malentendu. Hein. Donc en fait la question, quand on doit à un moment donné ramener des gens qui sont puissants à leurs responsabilités, pouvoir leur parler en face à face, déjà il n'y a pas forcément d'espace pour pouvoir le faire. En fait, on n'est pas ensemble dans les mêmes pièces. Et donc, à un moment, si l'État invoque ou convoque des états généraux, ça permet quelque part d'être obligé de répondre à certaines invitations. Et moi, j'aurais bien aimé parler avec Jérôme Sédou, par exemple. Vraiment, enfin, j'aurais vraiment des trucs à lui dire. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il m'entende. Enfin, j'aimerais bien qu'il me réponde. Je trouvais ça super intéressant. Mais évidemment, en fait, lui, il va être invité, je sais pas, sur France Inter à 8h du mat pour redire encore une fois qu'on va pas au cinéma pour se faire chier. Bah, franchement, c'est quand même une expression incroyable. Il va être invité en fait pour être auditionné dans des commissions sénatoriales au nom de Pathé. Mais en fait, c'est pas des endroits, c'est pas des lieux d'échange, c'est pas des lieux de dialogue, c'est des lieux d'audition. Donc en fait, cette question, en fait, pour moi, les états généraux, alors après c'est peut-être naïf parce qu'on voit comment les états généraux de l'information ont été complètement, franchement, une mascarade. En attendant, ça aurait pu être une forme d'outil politique pour remettre un peu à plat le pacte quelque part de la politique du cinéma en France. Voilà, c'était un peu ça le rêve. Mais c'est bien de rêver, hein, parce que au moment c'est parlé. L'avantage, il n'y a pas eu d'états généraux, mais par contre, en fait, on se parle maintenant de manière, grâce aux technologies, aux groupes, réseaux sociaux, etc. Maintenant, en fait, quand on a une information à se faire passer, c'est très transversal, parce que ça rassemblait quand même des gens de toute la filière, des auteurs aux techniciens, en passant par des distributeurs indépendants, des producteurs indépendants, des exploitants, des associations, des festivals. En fait, tout le monde était là, tous les critiques. Il y avait de l'association française, enfin, le syndicat français de la critique. Et en fait, maintenant, effectivement, on envoie un message, on sait qu'il y a 40 personnes qui vont la voir, et c'est déjà ça de gagner. Franchement, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le jour où il faut rallumer quelque chose, on peut rallumer assez vite. Mais il n'y a pas eu les états généraux encore. Mais peut-être, mais c'est juste énormément d'énergie, c'est de l'énergie bénévole. On n'a pas beaucoup de temps, et puis on s'est fait user, en fait. On a attendu des réponses qui ne sont pas venues. En fait, c'est de la stratégie. Il y a actuellement un outil qui est pas mal utilisé en politique aujourd'hui, c'est en fait la résignation et le découragement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, on laisse les gens manifester des mois, et puis après, bam, enfin 49.3. Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on compte sur le découragement. Quand j'ai on, évidemment, c'est un on biaisé. Hein. Mais c'est important parce que c'est quand même... dans les moments où on essaye de... En tout cas, moi, je suis productrice indépendante, etc. C'est pas mal d'efforts de créer des œuvres qui n'existaient pas, que personne n'attend. Enfin, vraiment, personne n'a demandé qu'elles existent à part nous. C'est pas mal d'efforts. Donc on a l'habitude de faire exister des choses. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on prétend vouloir faire, c'est faire advenir.
Et donc, en fait, se retrouver face à des personnes dont la stratégie et le découragement, c'est troublant. On va peut-être prendre une autre question, Christiane. Vas-y. Oui, c'est à la fois une remarque qui va déboucher sur une question. En fait, le cinéma, depuis l'origine, il a toujours été dans une tension entre l'industrie et l'art. Mais j'ai l'impression qu'à une époque, c'était géré, régulé par les critiques. Bon, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez bien montré, on est face à des gros mastodontes. Donc, d'un côté, c'est la recherche des bénéfices du peu, et de l'autre aussi, ça, vous l'avez parlé, mais remplir des tuyaux, parce qu'avec le système de replay, de retransmission, on a besoin, effectivement, ça c'est dans les chaînes maintenant sur YouTube, d'images, et donc, du coup, que ce soit la logique commerciale ou la logique de remplissage de tuyaux, la notion de qualité n'a pas tellement de sens. Hein. Alors, moi je voudrais rappeler, pour aller dans le sens, pour illustrer un peu ce qu'a été les différentes batailles qui ont amené à l'exception culturelle. Après la guerre, en fait, le mouvement des ciné-slaves avait déjà été important, il a démarré avant la guerre. Et il n'y avait pas au niveau de l'achat du ticket, il n'y avait pas de différence entre cinéma commercial et cinéma non commercial. Et il y a eu tout un procès très important, justement, pour faire reconnaître cette fonction éducative d'une œuvre. Hein, c'est pas seulement un objet de divertissement de consommation, c'était effectivement comme un livre, hein, une œuvre de lecture. Et la bataille a été gagnée, c'est-à-dire que depuis ce temps-là, le prix actuel de Ciné-Club à l'entrepôt, c'est 5 € encore. Et donc, à un moment donné, c'était pas en 2023, hein, bien sûr, l'acteur spectateur peut être important quand il crée un mouvement comme celui des ciné-clubs. Et ce cycle il a été organisé aussi par une association Territoire de cinéma qui a fédéré 5 ciné-clubs en 14e. Donc, est-ce que, j'en viens du coup à ma question, dans votre appel aux États généraux, quelle serait la proposition que vous avez faite, qui pourrait, nous, être prise en tant que spectateurs et en tant que fédération de ciné-clubs, c'est-à-dire comment participer à ce mouvement où on pourrait revendiquer des choses et je doute qu'on puisse contrebalancer le pouvoir des millionnaires qui ont concentré beaucoup de pouvoir, mais quelle serait notre part d'action, peut-être, dans ces revendications, peut-être qui étaient les vôtres dans les États généraux. Je dirais quelque part qu'il y a eu aussi une réussite relative à cet appel. C'est qu'on avait vraiment pensé, est-ce qu'on fait un programme donc dans cette journée d'appel destiné, on va dire, aux institutionnels et à l'industrie, ou est-ce qu'on pense quelque chose en fait, qui quelque part est censé toucher l'oreille de secteurs, on va dire, culturels plus larges, en reprenant notamment des points qui sont, comme on le disait tout à l'heure, partagés par d'autres secteurs, que ce soit par exemple la musique ou la presse indépendante ou l'édition indépendante. Et voilà. Est-ce que vous avez écrit des cahiers de doléances, par exemple ? Non, mais c'est vrai que quelque part, je crois que depuis, d'ailleurs, ça a été récupéré en fait. Ce à quoi on a assisté en termes de réaction, je réponds de manière détournée à votre question, hein. Mais très rapidement, ce qu'on nous a opposé comme argument pour finalement ne pas donner suite, c'était que les questions qu'on adressait étaient déjà prises en charge en interne par le CNC et qu'en fait, ça avait pas, en fait, tout ça était au courant et qu'en fait, c'était sous contrôle. Donc, il y avait ce truc-là. Après, on a assisté à de la communication politique où, pour utiliser un terme macronien, les éléments de langage des États généraux étaient repris. Donc effectivement, on s'avance après de plus en plus sur une piste un peu minée, qui est celle du double discours. C'est-à-dire, là on a entendu, je disais, par exemple, Dominique Boutonnat, donc le président du CNC, se féliciter en fait des succès de l'exception culturelle française. Donc, quelque part reprenant des termes qui étaient notamment ceux de Justine Triet, qui pourtant s'était fait dégommer sur la place publique, en disant qu'en fait c'était merveilleux, quoi. Qu'en fait, heureusement qu'elle était là, qu'on pouvait se féliciter de nos succès exceptionnels, que c'était génial et qu'il fallait vraiment la protéger, etc. Donc en fait, il y a eu, à cet endroit-là, on peut dire que c'est quelque part un indicateur d'une certaine forme de réussite, parce que comme ça a touché peut-être un peu plus largement que ce qui est habituellement une forme d'action plus corporatiste,
certes, on n'a pas été reçu, certes, il n'y a pas eu de suite politique au sens de possible nouveau pacte, un réinstitutionnalisé ou quoi. Par contre, il y a eu un petit recentrage de comment on parle du secteur. Parce que, en fait, nous, quand même, on avait la tribune que vous avez mentionnée de mai 2022, on avait beaucoup parlé de sémantique. On disait, en gros, que de plus en plus, on ne parle plus de cinéaste, mais on parle de talent. L'avantage du mot talent, c'est quoi? C'est que ça marche pour l'audiovisuel, ça marche pour le cinéma, ça marche pour les scénaristes. En fait, on ne sait pas de qui on parle, ça parle pour les acteurs. Donc, comme ça, on dit, il y a les talents. Voilà. On parle, par exemple, de produits culturels, de produits. Le rapport de Dominique Boutonnat, donc, qui est devenu après président du CNC, quand il a fait un rapport, en fait, il n'a pas une seule fois écrit le mot film. En fait, il a écrit actif et produit. En fait. Donc, quand on entend même, par exemple, tout ce discours, quand il y a eu le Centre national du cinéma est devenu le Centre national du cinéma et de l'image animée, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque part une forme de progression, enfin de menace sémantique qui apparaissait et sur laquelle, en fait, on a dû revenir pour dire c'est quoi les mots du cinéma, en fait. C'est pour qu'on parle bien d'une chose, qu'on ne nous dise pas il n'y a pas de problème, parce qu'au fond, la création française, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Mais non, mais on ne sait pas ce que c'est, la création. On parle de quoi? On parle de la création de séries, de la création cinématographique, de la création dans la mode, dans la cuisine, on parle de quoi? Mais le mot création a été beaucoup... Les talents et la création, tant qu'il y a des talents et de la création, on est vraiment à la pointe de nos espérances sur le futur. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans la création, il peut y avoir en effet une série Netflix. En fait, il faut utiliser les bons mots. C'est important. Donc je reviens à ça pour dire que certes, on n'a pas eu le temps forcément de faire un appel au public, mais on avait quand même été très attentif à pouvoir utiliser des mots qui pouvaient être relayés par une presse non spécialisée. Donc il a quand même un peu porté ses fruits, puisque, voilà, par exemple dans ce cadre-là, je ne sais pas quel est votre background, pour utiliser un mot anglais, mais est-ce qu'il est lié au cinéma ou pas, mais on en a entendu parler des États généraux. Et je crois qu'à cet endroit-là, ça leur a mis un petit peu la pression. Voilà. Donc on a gagné un petit peu de temps. Mais jusqu'à la prochaine. Je ne sais pas si je vous réponds, mais en tout cas, les ciné-clubs, clairement, faisaient partie des discussions. Notamment, il y avait des associations de festivals qui en parlaient. Et on s'est aussi dit peut-être qu'il fallait repasser, parce que la question de retrouver, en fait, de redevenir désirable pour le public, on s'est beaucoup interrogé sur le fait, en effet, de redonner au ciné-club la place qui pourrait être la leur, pour en fait que les professionnels du cinéma viennent reparler de leurs œuvres, en fait viennent plus directement s'engager auprès du public, et je crois qu'il y a une vraie disponibilité pour ça. Alors ça tombe très bien, parce que j'annoncerai tout à l'heure la suite du cycle, mais il se trouve que notre dernière séance s'intitule « Les ciné-clubs, la voie du renouveau ». Voilà, donc vous êtes en plein dedans. Bernard, tu veux nous poser? Oui, je voulais juste m'adresser à la productrice. Quand vous recevez un scénario, parce qu'on a énormément parlé finalement de l'aspect financier, presque tout le débat, il est orienté sur le financement, le montage. Vous recevez un scénario, quelle est la part des choses qui va se passer entre le choix artistique, son contenu, son impact éventuel donc artistique, et son devis de fabrication? C'est vous qui parlez de financer. On pourrait parler autrement du scénario. Enfin, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de financement, donc comment est-ce que vous choisissez effectivement? Alors, je dirais qu'il y a une équation. Il y a une équation, en fait, dans les films. Chaque film a une équation entre ce qu'on peut imaginer d'être sa force, son niveau de, quelque part, popularité. Et je tiens à rappeler qu'on a toujours envie de faire des films qui marchent. On n'est pas en train de se dire qu'on s'en fout. Enfin, en fait, on a envie de parler... en tout cas, moi, quand je choisis de produire un film, ou quand je désire produire un film, je vais avoir envie de faire un film que j'ai envie de voir, en espérant que d'autres gens aient envie de le voir. C'est-à-dire un coup de cœur pour un sujet. Ah oui, on peut pas, de toute façon, on ne peut pas produire beaucoup. Donc en fait, c'est un peu des coups de foudre de film, parce que sinon, en fait, ça demande trop d'énergie pour être tiède. Il faut vraiment vouloir quelque chose, se dire c'est important. Après, cette équation-là, on peut assez vite se rendre compte de ce qui pourrait être le coût du film.
a priori, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme argent. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pour information, on est obligé de faire des financements publics-privés. Hein. On ne peut pas que financer avec le public, on n'a pas le droit. En fait, c'est une autre régulation, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être en rapport avec une réalité de marché. Il y a une part obligatoire de l'un et de l'autre? Ah oui, oui, absolument. Ouais. Sur les films à moins de 2, je crois qu'il y a 70% maximum de fonds publics. Après, il y a des questions de dérogation quand on est dans des films à moins d'1 million d'euros, mais en fait, on n'a pas ce qu'on appelle l'agrément. Et si on n'a pas d'agrément, on n'a pas de distributeur, parce que en fait, c'est ce qui génère le soutien. Bon, c'est un peu technique, mais c'est ce qui génère le soutien automatique de nos partenaires. C'est-à-dire que leurs entrées sont récupérées pour eux aussi. S'il n'y a pas d'agrément, c'est vraiment du pur risque. Voilà. Donc en fait, c'est cette équation entre l'importance qu'on peut trouver dans le film, que ce soit dans le projet de film, que ce soit pour des raisons artistiques, politiques, personnelles. C'est rarement personnel, mais après on est fait soi-même de beaucoup de choses. La possibilité de le faire, donc qui est quelque part cette rencontre entre le coût potentiel qu'on peut imaginer. Enfin voilà, si c'est un film qui se passe, je sais pas moi, au XVIe siècle, sur la mer, ça va être très cher. Les bateaux, c'est très cher, voilà, par exemple. Donc il faut le savoir. Mais donc en fait, plus c'est cher, plus il faut qu'on aille voir des gens qui sont susceptibles de mettre beaucoup d'argent. Donc en général, ça commence à toucher les diffuseurs. Et après, il faut se dire, est-ce que finalement le récit, l'histoire, le projet lui-même peut rencontrer le désir de ces personnes? Donc après, il y a des ingrédients dedans que les producteurs utilisent, par exemple le casting. Ils vont se dire, bon, tout ça est très cher, mais si on met, je sais pas moi, Marion Cotillard dedans, il va y avoir des financements. En fait, c'est pas vrai. Bankable. C'est vrai, ça, ce sont des acteurs bankable. Jean Dujardin, j'en sais rien, moi, des gens comme ça. Virginie Efira. Ouais. Ah bah ouais. Non, mais souvent, certes, c'est des bons acteurs, mais c'est surtout que, en fait, le marché se dit que, contrairement normalement à l'économie de prototype, qui serait de faire le meilleur film possible, parce que par ailleurs, ce que disait tout à l'heure Pauline est vrai, c'est que on peut se mettre du coup à dépenser beaucoup d'argent sur du casting et moins sur le film, et du coup, en fait, le film n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il pourrait être, donc in fine, il ne marche pas forcément non plus. Donc ça crée des trucs un peu bizarres, où il y a à la fois des compromis de casting, en même temps ça ne fait pas spécialement la force du film, l'argent n'est pas forcément au bon endroit. Là c'est aussi notre métier d'identifier où sont les besoins financiers du film pour qu'ils soient à la hauteur de nos attentes artistiques. Je sais pas si je suis désolée, je parle beaucoup de financiers, mais on a aussi beaucoup parlé de politique quand même. Oui, absolument, absolument. D'autres... Oui, si j'ai bien compris, tous les financeurs d'un film n'ont pas les mêmes enjeux tout au long de la vie du film. Qu'est-ce qui se passe quand un petit film fait un bid à la sortie, mais devient culte et a une vie extraordinaire par la suite pendant très longtemps, en vidéo, en cassette, en DVD, ou il y a plein d'exemples comme ça. Nos amis belges ont eu C'est arrivé près de chez vous. Je ne sais pas s'il a fait un bid à la sortie, mais par contre, il était super, super culte. C'est arrivé près de chez vous. Alors, révélé François Poulot, en tant que productrice, moi je trouve que c'est un rêve. En fait, l'idée de faire des œuvres qui durent, c'est le but. C'est la durabilité, en fait, beaucoup plus que la rentabilité. C'est que, en fait, on touche la mémoire collective. C'est ça qui est... Mais ça, c'est vraiment très peu d'élus. Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut se répercuter de manière... soit, tout simplement, le film circule sans forcément générer de l'argent. Mais rien que le fait qu'il perdure, c'est beau, quoi. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il continue à répandre sa lumière et sa grâce sur les gens, enfin tant mieux. Et par ailleurs, en général, quand un film est culte, en fait, il peut y avoir des chaînes qui le rachètent pour le diffuser. Et donc, ça crée une petite entrée financière. On peut en fait, ce qu'on appelle après, quelque part, les catalogues, la gestion des catalogues de films, qui est aussi un des grands sujets où se trouvent les catalogues. Il y a eu pas mal de débats récemment pour reparler d'économie, parce que je croyais que le but était d'être... Vous m'avez dit qu'il fallait être assez technique, donc je vous ai assez technique. Vous aviez la liberté de dire... Vous avez la réputation d'être un public avisé. Voilà. Donc, les catalogues, c'est un enjeu aussi de politique culturelle, puisque la question c'est qui rachète les catalogues, et que en fait les œuvres restent a priori liées à leur territoire, en fait, que ça ne se retrouve pas à être géré par des gens qui vont quelque part après les mettre sous clé, je ne sais pas où, en Chine, je ne sais pas, enfin,
Mais donc la question des catalogues de films, c'est aussi l'économie finalement des personnes qui ont contribué à les faire naître. Parce évidemment aussi les auteurs récupèrent une part de l'argent. Enfin, en fait, il y a ce qu'on appelle des rémunérations proportionnelles pour les auteurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de l'argent qui revient aux auteurs, un pourcentage de l'argent qui revient aux financiers tel ou tel endroit. En fait, on a des obligations contractuelles qui jouent. Et puis après, il peut y avoir quoi d'autre c'est ça en fait. C'est le film, il peut être... les festivals aussi, ils payent ce qu'on appelle... en fait, ça s'appelle des fees, mais ce serait des screening fees. En fait, c'est des droits de projection qui sont beaucoup moins chers que ce que pourrait éventuellement mettre un distributeur. Mais sur un long métrage, ça peut être 500 €, par exemple, dans un petit festival. Donc en fait, c'est aussi une manière de faire remonter un film qui va circuler longtemps en festival. Les distributeurs, les vendeurs étrangers ont le droit de demander des droits pour le montrer. Donc je ne sais pas si ça répond, mais en fait, on va dire qu'il y a une petite vie économique qui accompagne le film longtemps, en fait. Moi, j'avais une question sur les festivals, justement. Je crois comprendre que, par exemple, au Festival de Cannes, qui est évidemment un endroit majeur, pour l'instant, ne peuvent être en compétition que des films qui sont sortis en salle, mais qu'on peut néanmoins, hors compétition, montrer des films qui ne sont pas sortis en salle. Ouais. Est-ce que c'est le cas dans tous les autres grands festivals de la planète, et est-ce que ça va changer? Parce que si ça change, c'est quand même aussi très grave. Ça peut complètement scier la branche de la filière, voilà, parce que c'est justement le prestige qui, en fait partie désolé, mais de l'attractivité des films à financer. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on vend aussi des fois en tant que producteur, c'est le fait d'une visibilité. Et la visibilité, là aussi, parce que c'est des espaces entre guillemets exclusifs. Mais si tout d'un coup la concurrence déloyale s'étend, parce que finalement ce dont il s'agit, c'est des questions de concurrence déloyale aussi face à des séries, face à des plateformes, la prise de risque n'est pas la même, le temps de vie n'est pas le même. Donc non, en fait, tous les festivals n'ont pas du tout cette politique-là. Au contraire, Venise, exactement, en fait, prend des films Netflix en compétition. Et leur donne des prix. Leur donne des prix, absolument. Ce qui, par ailleurs, au lieu d'être quelque part questionné ou sanctionné, là, il va y avoir un nouveau directeur artistique, Alberto Barbera, a terminé, je crois, il va y avoir beaucoup de renouvellement à la tête des principaux festivals l'année prochaine. On va voir ce que ça va donner. En Italie, Giorgia Meloni a déjà commencé à nommer à la tête. On l'a vu pour la Biennale d'art contemporain, et ça sera la même chose pour la Mostra. Donc c'est ce gouvernement d'extrême droite qui est en train de nommer, en fait, maintenant les responsables artistiques des plus grandes manifestations en Italie. Enfin, je veux dire, on en est là. Enfin, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc on va voir qui elle va nommer. Peut-être que ça va être quelqu'un. Comme il y a une forme de communication aussi, on va dire de la fréquentabilité ou non. Ça se trouve, elle va être maligne et mettre quelqu'un qui est à l'air comme ça, on va dire, qui accepterait par ailleurs d'être nommé. Enfin, je sais pas, c'est assez. Donc ça peut changer. Et ce qui est sûr, c'est qu'au lieu d'être, pour dire ça, au lieu d'être entre guillemets critiqué, pour le directeur artistique du Festival de Cannes, finalement, il commence à lui faire pression aussi pour qu'il puisse y avoir des exceptions qui soient faites et que quand même, quand il y a un énorme événement, genre Bong Joon-ho, qui fait par exemple un film Netflix comme Okja, ça avait été compliqué pour Thierry Frémaux de ne pas le programmer. Et d'ailleurs, toute la filière avait été reconnaissante du fait qu'ils tiennent bon. Mais c'est sûr que ça demande une forme de solidarité interne. En fait, ça demande d'être conscient de comment, grâce à quoi, on est libre. En fait, si on oublie 2 secondes, ça peut être une déflagration assez rapide. Autre question? Oui, monsieur. Oui. Moi. Oui, attendez, trouvez la place. Parce que je suis producteur indépendant. Et à vous écouter, j'en constate une chose, c'est que le combat d'aujourd'hui que vous menez, c'était le combat des années 70, c'était le combat des années 80. Exactement les mêmes types de combats. Et je dois, pour répondre tout à l'heure à une question qui a été posée, je ne sais plus par qui, sur les films cultes, moi je me rappelle d'un film qui s'appelle Eraserhead, qui a été diffusé grâce à une équipe de l'Escurial qui l'a maintenu pendant des semaines et des semaines, des mois entiers, à minuit. David Lynch. Voilà, de David Lynch. Donc c'est aussi le pouvoir de la petite salle aussi, je pense qu'il est excessivement important.
moi j'ai sorti un film là dernièrement, à l'épée de bois. Ah, pas mal. Ça, c'est un vrai cinéma de J'ai résistance. interrogé le directeur de l'épée de bois pour lui demander comment se situait sa fréquentation. Il m'a dit, on est dans une posture de progression. Par rapport même aux grands circuits, des grands circuits, il y a des salles qui ferment, le Marignan. Il y a une autre salle qui a fermé dans le temps, le Kino Panorama. Moi, j'avais fait une nuit du court-métrage au Kino Panorama. Ça a fermé, ce sont des grandes salles. Et il y a une autre salle, c'est le Bretagne, le 14e, qui ferme aussi. Et c'est peut-être significatif d'un pouvoir quand même que les petits indépendants, je parle des exploitants, puisque depuis le Covid, ils augmentent leur fréquentation, et peut-être au détriment, je pose la question, peut-être au détriment des grandes salles, des multiplexes. Parce que je dis multiplex parce que dans les années 70, c'était la même concurrence, c'était la conception des médias et la hiérarchisation aussi des médias, ça a toujours existé comme ça, et c'était 6 mois pour Canal+, vous avez dit 8 mois, c'était 6 mois à l'époque, en 84, quand Canal+ a été créé. En fait, c'est 6 mois maintenant. C'était 1 an. En fait, c'était la renégociation qui a été acceptée par Canal récément à 6 mois. Pardon ? Ça, c'est les 6 mois, c'est récent, en fait. Ça a été au moment, justement, des négociations. Non, c'était 8 mois. Ce que vous dites, c'était 8 mois. Et à l'origine, c'était 1 an. 1 an. En fait, la fenêtre se raccourcit. Pardon. Parce qu'à l'époque, en 84, quand Canal+ a été créé, il pouvait sortir un film sur Canal à partir du moment où il avait financé, parce que c'était Canal, c'était quand même la chaîne du cinéma, c'était dans son cahier des charges. Et c'était au bout de 6 mois, il pouvait sortir le film sur Canal. Bon, mais peu importe, ça ne fait rien, on ne va pas se bagarrer là-dessus. Vous avez une question précise alors? La question que j'ai posée tout à l'heure, c'était des petits exploitants. Voilà. Malgré peut-être le peu de fréquentation des fois qu'ils peuvent observer à certaines séances, ils augmentent quand même leur fréquentation globale, et peut-être on se pose la question si on ne revient pas peut-être progressivement au cinéma de quartier. Je vous invite à venir à la 4e séance. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Et je vérifierai parce que la chronologie des médias, franchement, c'est quand même toujours un champ assez pointu. Mais en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire que en fait, les temps de l'histoire sont longs. En fait, c'est long. C'est pour ça que je trouve que le discours réformateur est souvent un peu présomptueux de modifier des choses qui marchent en n'étant pas sûr de ce qu'on pourrait avoir après, alors que sur les temps longs, on assiste en effet à des rééquilibrages. Effectivement, la salle pourrait à nouveau bien se porter, c'est possible. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut donner la possibilité à un écosystème de se maintenir. En fait, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il est possible que les petites salles de quartier... Oui. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Dans les années 70, mais... les années 80, c'était déjà ça. Mais absolument. C'est pour ça que c'est... Non, c'est pas vrai. Ça a évolué. C'est juste qu'il faut... En fait, c'est juste que les combats... Ce que je veux dire, pour vous répondre, c'est que... laissez répondre. En effet, là où je suis d'accord avec vous, comme tout à l'heure, on a dit que le cinéma a été probablement décrété mort dès sa première mise en route, c'est juste qu'il y a des luttes qui doivent toujours rester. C'est-à-dire que sinon, en effet, elles sont avalées ou des choses auxquelles on tient sont détruites. Et là où je vous suis, c'est que... effectivement, les combats d'aujourd'hui sont probablement très similaires à ceux d'il y a 30 ans en termes de maintien d'une certaine forme d'indépendance, de liberté. En fait, il n'y a pas d'acquis pérenne dans l'éternité. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est cyclique. C'est cyclique.
vous avez présenté les choses comme si c'était du nouveau. Ce qui est quand même nouveau, il y a quand même un environnement, les plateformes, les séries, tout ça. Netflix, c'est quand même... Le problème des plateformes, c'est vrai, ça c'est... ça c'est quand même... Oui, mais c'est pas anodin. Et ce qui est nouveau, c'est l'ouverture, notamment l'ouverture pour le coup à des géants américains du marché français comme étant partie prenante de la chaîne de financement. Les sections culturelles en 2003 à 2015, ça a été mis sur le débat. Et à l'époque, on appelait ça les autoroutes de l'information, de la communication. Et c'était ces autoroutes, finalement, on a lutté contre et elles se sont imposées petit à petit. Même dans les esprits, dans les mémoires. Il est 9h25, on va prendre une dernière question parce qu'il est... Alors attendez madame, on va voir, parce que comme vous avez déjà parlé, est-ce que quelqu'un d'autre... J'ai pas posé ma question. Attendez madame. Non, j'ai jamais posé ma question, maintenant je l'ai formulée. Alors attendez, juste une seconde, on demande si est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question. Alors allez-y, mais court s'il vous plaît. Alors bien sûr, donc croyez-vous que ce manque de liberté est dû à un manque de culture qui provient de l'éducation nationale? Par exemple, dans mon expérience, moi j'ai joué Goldoni, votre Molière, à l'école primaire. La réponse, je vous écoute. Alors non, je ne crois pas du tout que la responsabilité de la perte en liberté soit la responsabilité de l'éducation nationale. Je pense qu'en revanche, s'il y a un problème d'inculture, elle est, comme je l'ai dit au début, plutôt liée à une nouvelle génération politique. À supposer que ça n'a jamais été le cas, peut-être que ça a toujours été un peu le cas. Mais en tout cas, je ne sais pas, aussi peut-être à une certaine forme, en effet, on a... Au début des années 2000, il a été beaucoup promu dans toute une partie du champ politique, le fait d'être décomplexé. Voilà. Décomplexé. Nicolas Sarkozy disait qu'il était décomplexé. Un droit de décomplexer. Oui, et donc quelque part, ça a peut-être aussi cautionné la possibilité, en gros, de rien savoir. Cancel culture. Cancel culture. En amont, cancel culture. Non, ça c'est autre chose, la cancel culture. Alors on ne va pas rentrer dans le débat de la cancel culture maintenant, parce que ça Non, ça n'a rien à voir. Je ne parle plus. Ok, merci. Malheureusement, l'heure a passé, donc on va faire un énorme merci à Julie Lévy.